Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre ami, votre collègue ou votre inconnu, ça peut être ça aussi, Frédéric Lambert, docteur en musique. Je continue à le préciser. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, alors tout d'abord, bienvenue dans cet univers de discussion, pas d'entrevue. J'aime pas trop le mot entrevue parce que ça va un peu dans les deux sens. Au début, souvent, l'invité va s'installer, je vais poser quelques questions, puis à peine une dizaine de minutes rentrées, on est dégourdi, et là, l'invité parfois va me poser des questions, et là, on va parler comme deux êtres humains normaux qui s'échangent quelques paroles. Si vous êtes nouveau, évidemment, je vous encourage à vous abonner à notre page Facebook ou encore sur Instagram. Vous pouvez aussi aller sur Spotify et sur Apple Music, sur Balado, sur l'application Balado, dire que vous aimez l'émission, ça serait gentil. Ou encore sur YouTube. On a ouvert une page YouTube pour ceux qui ont rien de tout ça, qui veulent juste écouter là-dessus. Il n'y a pas de vidéo. De la vidéo, peut-être ça viendra. On est en train de travailler là-dessus. Alors, merci de votre patience. En attendant, vous allez aller simplement dans l'intimité de nos voix. Cette semaine, une invitée, on avait déjà discuté un peu au téléphone, mais jamais de très, très longues conversations, se croiser ici et là dans des soirées, mais là, on a vraiment pris le temps de jaser un peu et ça donne une grosse conversation qui, à la fois pour moi, était trop courte. J'aurais pu continuer encore beaucoup plus longtemps. Et c'est avec un grand plaisir que je vous présente Stéphanie Boulay. L'autrice, compositrice, interprète et autrice Stéphanie Boulay a décidé, faute d'arriver à choisir lequel chapeau porter au quotidien, de ne plus essayer de se définir et surtout de se contraindre. Suite à ses études en musique, puis en littérature, on l'a lu avec À l'abri des hommes et des choses et Anatole qui ne séchait jamais. En plus de quelques collectifs et blogs, on l'a entendu dans les médias, mais on l'a surtout connu comme la moitié blonde du duo Les Sœurs Boulay, décorée d'un disque platine, d'un disque d'or et maintes fois récompensée par l'industrie. Stéphanie a aussi tenté l'aventure musicale en solo avec le long jeu Ce que je te donne ne disparaît pas en 2018 et depuis, elle élabore et caresse d'autres projets, dont celui d'un deuxième album solo et d'un balado. Voici ma conversation avec Stéphanie Boulay. Ah, je veux juste prendre mon sel pour les suggestions. Ouais, vas-y. Aucun problème. OK. C'est tellement cool que tu aies un podcast. Pour vrai, j'envie les gens qui ont des podcasts de discussion. Mais toi, il me semblait qu'il y avait un certain temps, j'ai lu quelque part. Je travaillais sur un podcast? Oui. Ouais, mais c'est plus un podcast d'enquête avec audio. Ben, pas enquête, mais genre plus comme, je peux dire, tu sais, les quêtes, là, mettons, là. Genre... Des quêtes. T'as-tu écouté celui de India sur Michel Brûlé, mettons? Oui, c'est ça. Avec plus de ce bag-là. OK. Un podcast de discussion. Parce que c'est sorti? Sur Michel Brûlé? Non, ton truc de quête. Non, c'est pas encore sorti. OK, on est en développement en ce moment. Ah, OK, merci de me dire. Parce que là, quand j'ai lu ça, tout de suite, je me suis garoché pour aller voir c'est quoi qu'on fait, c'est quoi sorti. Et là, et tu t'as tellement fait de participation à tellement de podcasts. Ah, pour vrai? Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, par exemple. Mais c'est ça, puis là, j'ai commencé à m'écouter un peu, j'étais comme, je pense que c'est pas ses projets à elle. Non. Mais là, toi, t'es en projet de développement pour, t'as pas le droit vraiment d'en parler, en fait. Ben, je pense que oui, là, je sais pas trop. Bon. De toute façon, c'est un projet solo? Ouais. Projet solo? Ouais. OK, un peu en quête, ou quête de vie. Quête de vie. Quête de vie, on va dire ça Ouais. ainsi. Puis ça, c'est avec, je présume, Radio-Can, quelque chose de même, exact. audio. Avec audio. Cool. Puis là, il y a une petite team avec qui tu prépares ça, tu prépares des démos, une tout ça. réalisatrice que j'aime full, en fait, que
En fait, j'avais déjà un projet de balado. Je me disais que j'aimerais ça travailler là-dessus. OK. Puis elle avait déjà un projet de balado sur le même sujet. Puis elle m'a entendu à la radio, puis elle a eu un flash, puis elle m'a contacté. Oh, wow. Puis en même temps, on avait comme le désir de faire un truc similaire. Fait que... Puis, pourquoi les quêtes? Pourquoi tu tends vers ça, mettons, en ce moment? Premièrement, parce que je suis une personne dans la vie qui fait énormément de recherches pour mon plaisir personnel. OK. C'est commencé, là, en ce moment, hein? Yeah. Je suis le genre de personne que je vais écouter un podcast, je vais écouter un docu, je vais écouter même une fiction, puis je vais comme avoir un intérêt pour soit un personnage, un réalisateur, un sujet, OK. un acteur. Puis là, je vais me mettre à chercher de fond en comble, tomber dans le rabbit hole. OK, puis t'es du genre à gratter un peu. Ouais. Être vraiment connaître, comprendre. Tout. Tout de Ben, tout. pas tout, Mais mais d'un sujet qui te d'un passionne. sujet, exact. C'est quoi dans les derniers sujets qui t'ont fait triper, là, que t'es tombé dedans? Ben là, en ce moment, je viens de terminer la série docu sur Crave sur Mother God. Amy Carlson. Oui, mais oui, ça je me suis pas. Mais c'est des sujets, ça c'est élevé quand même, tu sais, c'est comme Ouais. tous les trucs sectaires me font toujours un peu peur. Je sais pas, comme l'espèce de fragilité que tout le monde peut avoir. Tomber là-dedans. Ouais, en fait, moi 100%. Moi l'idée sectaire à un moment donné, c'est plus, puis toi tu vas le comprendre plus que n'importe qui, je trouve qu'il se témoigne tellement à travers le fanatisme que des gens peuvent avoir pour des artistes. 100%. Puis c'est une forme de secte 100%. très souvent involontaire. Oui. Ça vient d'un côté, c'est une personne qui est prête à adhérer à tout ce que tu proposes. Embrasser une idéologie qui passe par la voix d'une seule personne, en fait. Ouais. Puis moi, une fois, j'avais un podcast, en fait, qui s'enregistrait live devant un public qui s'appelle Harmontown. Ça existe plus. Il l'avait fait à Montréal. Là, puis j'avais tellement trippé fort sur l'expérience. C'était tellement le fun. Il le refaisait un mois plus tard à Toronto. J'avais pris le train. Je vais habiter chez une de mes amies pour une soirée. Je voulais aller voir ça. Puis là, quand je débarquais du train, j'étais voir le show, puis la minute, je me suis vu. Mais t'as eu un recul sur toi-même. J'ai aimé ça, mais le monde était trop intense autour de moi. Puis ça Ouais. m'a comme fait peur, cette affaire-là. Puis j'ai fait, OK, c'était important de se rappeler de pas trop aimer. Non, c'est bien d'être fan de quelqu'un, c'est bien d'admirer l'œuvre de quelqu'un, mais pas trop se laisser, pas coller comme un aimant là-dessus, être capable d'avoir une distance. Garder un sens critique. Ouais, mais toi, t'as-tu en avoir des expériences vraiment avec des fans trop intenses? Oui, mais moi, je le vis aussi moi-même envers mon appartenance à la communauté des Swifties, là. Mm-hmm. Étant une énorme fan, mais c'est presque de l'obsession, là, Des de Swifties, Taylor Swift. attends. Taylor Swift. Ah, t'as ça, toi? J'ai ça, mais comme un No niveau, way. un niveau où je suis allée voir le T'es spectacle à Boston. OK, t'es allé le voir. J'avais- Mais ça, c'était la tournée de cet C'était été? au mois de mai dernier. Oui, c'est ça. À Boston, j'avais 2 étudiantes Pour vrai? de McGill Qui allait? qui viennent de Boston, puis elles sont allées m'envoyer des photos parce qu'elles étaient crampées, parce que, tu sais, moi, je disais, vraiment, tu vas aller voir ça? Puis il y avait pas beaucoup de sous. En plus, ils ont pris des C'est billets cher. en haut, dans le fond, mais ils ont capoté. tu J'ai sais. capoté. Moi, ça m'a pris 3 jours à m'en remettre, là. J'étais Ah, dans ouais. tous mes états. Vraiment, là. Qu'est-ce qui te fait triper d'elle? J'ai l'impression que c'est l'entièreté de sa démarche c'est comme si l'humain, l'artiste, la femme d'affaires crée un tout que je trouve extrêmement cohérent, puis Balancé. extrêmement brillant, balancé. OK. Je trouve que, mais c'est ça, c'est que là, j'essaie de développer mon regard critique. Je trouve ça difficile, mais mettons si je te dis les points positifs, là, pour moi, la dévotion envers son métier, le fait que, Oui. tu sais, moi, c'est comme, si j'avais les moyens, si j'avais ce talent-là, tu sais, elle a, c'est un package deal, elle a le physique, elle a le talent, elle a la voix, elle a tout. Si j'avais ce degré de talent-là, j'aspirerais à être aussi investie dans mon Ok. art. J'ai l'impression que tout ce qu'elle fait dans sa vie va dans la direction d'offrir le leg le plus complet, le plus investi tu sais, artistiquement, là, mettons. Si tu regardes elle, parce qu'on Ouais. parle un phénomène ultra planétaire, là, si on Ouais. peut dire ainsi, il y en a d'autres. Ouais. Tu sais. Mais alors,
quand tu regardes par rapport à Céline Dion, justement, il y a Ouais. un peu Ouais. la même chose, Oui. tu sais. Et moi, mon seul truc, je trouve, c'est que les Swifties, comparé à, mettons, à Céline, Ouais. moi, j'étais allé voir un show de Céline une seule fois parce que ma sœur puis ma blonde jouaient sur le show. Wow. Puis, ouais, C'est gros quand même. ils ont fait c'est une- un italien. non, mais ils ont fait une tournée, ils ont fait 20 shows avec elle. Oh my Ils God, étaient ok. partagés entre Québec et Montréal. Tu sais, c'était l'espèce d'été que c'était le retour de Ouais, Céline. ouais. Et puis moi, j'étais là à la première, puis avec ma famille, puis tout ça. Puis moi, ça m'avait tellement fasciné la diversité du public. Vrai. Dans les âges, Oui. dans les orientations sexuelles, Oui. dans l'identité, dans tout. Tu sais, t'avais tout ça, t'avais du monde riche, mais t'avais du monde pauvre aussi, Ouais. qui avait vraiment économisé pour venir voir ça. Ouais. Puis tout ce monde-là partageait cette gourou qui est Céline Voilà. Dion, tu sais. Sauf dans le cas de Taylor Swift, évidemment, c'est avec une certaine distance, parce que moi, je l'ai vu sur il y a un paquet d'affaires sur Instagram, des reportages, tout ça. Ouais. On dirait qu'il y a un bracket, ça s'adresse plus à des filles, à des jeunes filles, quand même aussi de notre âge, il y en a qui aiment ça, mais après notre âge, il n'y en a pas tant. J'ai l'impression. À Toi, part t'étais les sur mamans, place. il y a beaucoup de mamans de jeunes femmes. Ok. J'ai vu plusieurs, mettons, double, triple génération y aller ensemble. Ça, j'ai trouvé super beau. OK. Mais j'avoue que les fans, c'est plus féminin et gay. Ouais. Il y a beaucoup, il y a vraiment les communautés queer qui sont aussi très, très attirées par le personnage. Mais j'avoue effectivement que c'est plus féminin, mais j'ai quand même vu des hommes hétérosexuels. Qui était présent? Ouais. Toi, t'es Mais avec qui? moi, je suis allée toute seule. T'es toute seule? C'est next level parce qu'il y a personne de mes amis qui était prêt à payer 600$ pour aller voir ça, là. Fait que j'ai conduit jusqu'à Foxborough, j'avais un Airbnb. Oh my God. C'est pour ça que je dis que c'est un peu problématique. Puis, tu sais, l'autre jour, je parlais avec ma sœur, puis elle me dit, t'as-tu regardé le documentaire sur la poursuite contre Taylor Swift? Parce qu'elle a eu une poursuite en plagiat il y a quelques années pour sa chanson Shake It Off. OK, puis c'est sorti, là, je sais pas. C'est un documentaire, je pense que c'est sur Crave, je suis pas Ah certaine. oui, je l'ai vu passer. Ouais. Oui, OK, oui. Puis, selon, je l'ai pas vu parce que je suis pas encore prête, je vais le voir, mais selon ce que ma sœur m'a expliqué, je suis pas d'accord avec la façon dont Taylor Swift a géré cette poursuite-là, parce que c'est une poursuite, les mots qu'elle utilise dans cette chanson-là sont des mots qui, semble-t-il, seraient empruntés à des expressions afro-américaines, en fait, qui étaient déjà toutes faites, qui existaient déjà, puis elle a Shake It Off? Tout Ouais. ça? Ah ouais, mais je la connais en plus, cette Haters chanson-là. gonna hate, breakers Hey, gonna là. break. Ça, il paraît que c'est des mots qui appartenaient depuis longtemps Ah, aux communautés afro-américaines. Puis elle a dit, ben non, je l'ai inventé, je le savais pas que ça existait, sauf que souvent, on sait pas. ouais, mais Quand on plagie, souvent, on le sait pas, en fait. Mais dans ce cas-là, comment? Mais c'est pas, tu sais, en tout cas, faut que j'écoute parce que faudrait Moi que je vois, aussi. il faudrait que je le vois parce que moi, les questions de plagiat, je les trouve toujours super intéressantes. Ouais, La vraiment. dernière histoire de plagiat que j'ai suivie vraiment à la lettre, c'était Blurred Lines. Oui, Robin Thicke. Ouais. Oui, ça, avec Marvin Gaye, oui. Ça, c'était intéressant. Oui. Ça, c'était le fun. Puis en plus, c'était le fun parce que il y a plein de gens qui ont fait des superbes vidéos dans lesquelles ils comparent, mais écoute, mesure par mesure, Ouais. dans lesquelles tu peux vraiment entendre. Puis même, c'était même au-delà de l'emprunt des enchaînements d'accords, c'était le ton des instruments, c'était la façon lyrique de jouer avec avec la voix. Puis ça, c'était C'est beau. vraiment un plagiat. Puis c'est Puis- pur et dur, là. Puis tu sais. aussi pour ce que ça représente, c'est-à-dire que les Blancs récupèrent des codes qui ont été défendus par des personnes noires depuis vraiment longtemps. Ouais, ça On remonte le à voit dans le Elvis. hip-hop, Ben là ouais, aussi. Elvis, c'est un excellent exemple. Comme, si je me faisais dire que j'ai, même si c'est malgré moi, emprunté quelque chose qui appartient à des gens qui se battent depuis avant moi, je concéderais puis je dirais, désolé, vous avez raison, je vais vous donner ce que vous voulez. Parce que c'est symbolique, Ouais. c'est important, puis c'est injuste, en fait. Ouais. Et Ça peut être inconscient, mais ça veut pas dire que ça existe pas. ouais, les histoires de plagiat. Tout le Ouais. temps un truc un peu... Puis moi, j'en entends, tu sais. Puis en plus, t'as raison. C'est qu'il y a aussi ce jeu d'inconscience-là qui existe, qui est réel. Tu sais, Ouais. il y a du monde, je pense, qui font du plagiat littéralement sans le savoir. Sans là. savoir. C'est sûr. Puis ça, on parle d'un plagiat de même. Écoute, rien que c'est pas des plagiats, là. C'est des mauvaises coïncidences, mais des gens qui écrivent des scénarios de films. Puis ils sortent leurs scénarios en même temps. Je sais encore, c'est arrivé il y a très longtemps, le film L'Illusionniste, qui est un film de magie, Ed Norton. Super bon film, mystique, magicien, qu'on sait pas s'il est gentil ou pas. Ben,
une semaine plus tard, il y avait The Prestige, qui était un autre film de magie, 2 studios différents, c'était même pas consulté, Puis c'était en juste... même temps. Puis c'était la même affaire en même temps qui sort. Ah, je trouve ça tellement intéressant, ça. Puis parce... là, on sait... Puis le deuxième film a super écopé à cause de ça, parce que les gens étaient déjà allés voir l'autre gros succès, mais c'était bien meilleur. Le deuxième film s'appelle The Prestige. Ouais, de Christopher Nolan, qui est un film extraordinaire. Un film extraordinaire, lugubre et une histoire passionnante. Puis là, tout le monde disait, ah oui, ben, puis il y avait toujours du monde qui disait, ah oui, ça se copie. Mais non, c'était juste un hasard. Mais ça pourrait confirmer, tu sais, la théorie que les idées, c'est comme quelque chose d'abstrait qui voyage dans l'univers, puis que les artistes, c'est les personnes qui ont la capacité d'attraper des idées qui existent déjà. Mais, tu sais, j'avais entendu parler de certaines théories philosophiques qui ont été développées comme il y a vraiment longtemps avant que les continents puissent communiquer les uns avec les autres. Il y a des théories philosophiques qui ont été développées en même temps sur des continents différents alors que ces gens-là communiquaient pas ensemble. Mm-hmm. C'est quand même fou, tu sais, de s'imaginer qu'il y a quelque chose d'ésotérique là-dedans, mais c'est quand même particulier. Ouais, non, t'as raison. Puis sur l'ésotérisme du fait que la nature ou justement cette planète-là, la façon qu'elle tournait à ce moment-là, influençait tous les gens vers ce regard-là. Exact. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a trop de difficultés à pouvoir même imaginer ça aujourd'hui à cause de toute la façon que l'information circule si rapidement, là, tu sais. Mais pour revenir à Taylor Swift. Oui. Donc, tu l'as vu live? Je l'ai vu live. Tu as capoté comme tu pensais que ça allait être? J'ai plus capoté que je pensais, en fait. Ouais. Oui, parce que je savais que j'allais aimer sa performance, que j'allais aimer le spectacle, mais l'affaire qu'on sait pas qu'on va vivre quand on le vit, c'est l'espèce de communion entre tout le monde du public. Moi, c'est ça qui m'a le plus touchée, en fait, c'est que... Mais pourtant, tu donnes des shows, puis tu le vois quand toi, dans ton public, que les gens sont en communion avec ce que vous faites. Pas autant. Alors, c'est sûr. C'est un autre niveau, tu sais. Toi, les glandes lacrymales se sont mises actives? Oh oui. Oh oui. Ben oui, je suis arrivée, le show était même pas commencé, c'était Phoebe Bridgers qui faisait la première partie. Ah, c'était Phoebe Bridgers, ok, ouais, ça, c'est quand même pas pire. Puis elle a chanté avec elle aussi dans le show. Okay. Ça, c'est une cool première partie. Mais c'est ça, c'est que le fanbase connaît toutes les paroles, toutes les chansons, mais toutes les insides. Ça te rend pas folle, justement. Moi, écoute, j'étais allé voir une couple de shows, puis quand les gens se mettent tout à chanter, je deviens là. Mais je pense que ça m'aurait gossé si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais là, vu que je sais pas comment t'expliquer. Ouais. C'est pour ça que ça me fait capoter les sectes. C'est parce que je sais c'est quoi qu'être emporté dans quelque chose que tu comprends pas. Ouais, que c'est plus fort que toi. Attiré d'être... Ouais. Toi, la religion, t'as-tu été un peu là-dedans? Vraiment pas. Même pas un peu? Pas du tout. Puis je suis une personne assez ésotérique, là. Je sais pas, je serais curieuse de t'entendre là-dessus, mais on dirait, je suis très ésotérique, mais j'ai toujours une certaine limite que quand ça dépasse... C'est quoi l'ésotérisme? Est-ce que c'est croire au hasard? Est-ce que c'est croire à des mini-gestes extérieurs qui arrivent et qui te donnent un indice sur la façon que tu dois te sentir ou comment ça explique ton état d'être ou des trucs comme ça? Ouais, tu sais, genre la synchronicité, un peu le fait que quand t'es optimiste, tu vas attirer... Tu sais, mais en même temps, il y a des limites à ça, tu sais. Quand les gens disent « Ah, rien arrive pour rien », je suis comme « Ouais, sauf qu'il y a bien des affaires qui arrivent pour rien », tu sais. Je trouve que c'est une façon privilégiée de voir la vie que de penser que quand on envoie les bonnes énergies, on va attirer les bonnes affaires parce qu'il y a plein de gens qui ont bien beau shooter tout ce qu'ils veulent de bonne énergie, ils vont juste avoir de la merde pareil, là, oui, il y en a que c'est ça. Je trouve que c'est comme... Moi, je les appelle des martyrs modernes. Oui. Moi, j'en ai plein d'amis de même. Pour vrai? Des bonnes âmes, des gens profondément bons, profondément gentils, et il y a juste du mauvais qui se colle à eux. Mais comment ça? C'est bizarre, hein? Je sais pas. Puis après, des fois, écoute, c'est pour ça, des fois, j'ai un peu des réticences envers l'empathie. C'est comme moi, en ce moment, j'ai comme un rapport étrange avec l'empathie parce que j'ai une de mes filles qui est trop empathique. Et c'est problématique. Ouais. Parce que, tu sais, on parle de trucs, puis pour elle, c'est difficile de se tenir par rapport à ça. Tu sais, l'enfant dans sa classe qui est moins bon à l'école, ça va la rendre triste. La personne qui a sa brosse à lunch est moins pleine, ça va la rendre triste. Tu sais, mais l'autre fois, on soupait à cette table-ci, justement, parce qu'elle était assise à sa place. Et on discutait, puis on parlait de Noël, puis là, elle disait, oui, mais là, elle dit, comment ça existe des enfants qui peuvent pas manger, qui peuvent pas se nourrir comme il devrait être, tu sais. Parce que moi, je dis souvent, hey, on est chanceux. On a un toit, on a tu sais, soyons
Une certaine reconnaissance, avoir une gratitude. Puis quand je commence à y parler, elle se met à pleurer. T'sais. Oh my God, ça me touche tellement. Elle me regarde, là, tu vois des petites larmes, elle dit, c'est vraiment, elle dit, est-ce qu'on peut arrêter de parler? J'aime pas ça, t'sais. Puis elle dit, c'est trop triste. Puis j'étais là, je sais pas quoi dire, tu sais. Puis c'est la réalité dure, puis elle, je le sais déjà, puis ça va tellement être tough plus tard. Puis là, parce qu'elle est trop sensible aux autres, j'essaie de lui en enlever un peu. C'est bizarre à dire, parce qu'à un moment donné, c'est comme si c'est trop, ça peut t'empoisonner un peu. Définitivement. T'sais. C'est vraiment ça. Moi, puis contrairement à l'autre est comme, non. T'as ce que t'as. Ma plus petite, elle a un autre caractère complet, tu sais. C'est la plus petite qui a un plus gros caractère, puis elle regarde sa grande sœur, puis elle dit, arrête de pleurer, là. On va bien, là. Arrête de pleurer. Puis là, c'est la petite qui tient la grande, tu sais. Aïe. Toi qui as une sœur, tu connais ces rapports-là, tu sais. Je remarque souvent ce genre de dynamique-là. Ça m'intéresse beaucoup, là, les premiers enfants, deuxième enfant de famille. Ah, mais toi, je sais même pas dans quel ordre vous êtes. Je suis la plus vieille. T'es la plus vieille. Puis je remarque que ma sœur a beaucoup plus de fougue et de confiance en elle que moi. C'est bizarre, hein? Ouais. Puis ses enfants, c'est comme si le plus grand aussi est beaucoup plus sensible, hyper sensible, puis le plus petit est plus rentre dedans. Il y a une certaine logique là-dedans aussi, simple que le deuxième doit faire sa place, tu sais. Ouais. Ça, c'est déjà, moi, ma plus jeune, elle est rentrée ici, puis quand elle a réussi à marcher pour avoir les moyens, puis d'aller chercher les objets, puis les garder, puis que c'était à elle. Puis elle est encore comme ça. Elle est encore super possessive. Et de territoire, de lieu, d'affection, de tout. C'est fou, hein? Ouais. Puis les plus grandes familles, ce que ma psy m'expliquait, c'est que on vit toutes avec le deuil d'être le seul et ensuite de plus être le seul, puis ça crée un mini trauma à la base. Peut-être d'avoir toute l'attention, puis après ça tu l'as plus. Ma psy m'expliquait que dans beaucoup de cas, les grandes familles vivent un premier mini trauma de genre je suis plus la seule personne au monde. Là, moi tu vois, dans le cas de ma plus vieille, elle a un amour tellement immense avec sa petite sœur, c'est comme genre ils sont tout à fait, en plus là, c'est en ce moment les gens nous écoutent dans le futur, mais on est dans le passé. Ouais. C'est la grève, puis tu sais, ils sont tout le temps ensemble, puis et même elle montre une certaine, écoute, elle a une patience avec sa petite sœur là. Puis elle est tout le temps à l'écoute, tout ça, puis l'autre elle rentre dedans. Parce que c'est comme intéressant. Je sais pas. Moi, ma première fille, elle a tellement un niveau de bonté élevé que ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur. Ça me ferait peur aussi à ta place. Tu sais, c'est comme, tu dis, je veux pas que personne profite d'elle plus tard, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, elle donnerait tout, tu sais, dès qu'on voit un itinéraire, tout ça, comme, hey, sors ton portefeuille. Je suis comme, oui, mais là, pourquoi tu choisis lui plutôt qu'un autre? Là, je suis comme, c'est tout le temps. Puis, aïe. Gros questionnement sur la mort depuis qu'elle est née, elle parle. Ah ouais? Beaucoup de la mort. Ça, c'est rare. Ah non. La conscience de la mort pour les enfants, c'est rare. Non, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup sur ça, sur toute cette... Tu sais, ça l'a gardé éveillée. Tu sais, elle pense à ces concepts-là. Tu sais, c'est comme... c'est vraiment... Super sensible, clairement. Ah oui. Ben oui. Ouais. Puis, mais c'est ça. J'ai des... Mais dans ton cas, tu trouves... Toi aussi, c'est ça, tu trouves un peu... Avez-vous y avait-tu des enfants plus jeunes dans ta famille? Non, on est juste nous deux. Vous êtes les deux? Ouais. OK. Vous avez vos... tu sais, moi, la première fois... on va parler de ma première fois. La première fois que j'ai eu conscience de votre existence, ça fait quand même pas mal de temps, parce que là, ça fait quoi? Ça fait 10 ans? Ça fait... Mettons que ça fait carrière, ça fait genre 12 ans, mais notre premier album a eu 10 ans cette année. C'est ça. Mais juste avant, c'était Les Francouvertes? Exact. En 2012. Exact. Ouais. Voilà. Alors, j'étais chez nous... j'étais sur l'année du parc, puis je préparais un show avec Pierre Lapointe. On commençait à collaborer ensemble. Puis à un moment donné, Pierre m'envoie une petite vidéo. Il dit « Écoute ça. » C'était la petite vidéo. Ça mouille les yeux. Ouais. Sûrement, parce que c'est ça que Pierre nous a découvert comme ça. C'est ça. Il m'envoie ça et il dit « Ça va rester. » Ouais. Il me l'avait annoncé. J'en ai des frissons. Il m'avait dit, écoute ça. Il dit ça, c'est sûr que ça va rester. Ça va rester dans les environs, c'est sûr. Il était, je m'en souviens encore ça. Puis j'avais écouté, j'ai fait, oh shit. Puis c'était comme, la façon que c'était filmé. Tu sais, c'était comme super intime, proche. C'était super chaleureux. Des gros plans collés, tout ça. Puis c'était juste un peu avant, ou pendant les Francouvertes, si je me souviens. Je pense que c'était la soirée des demi-finales. C'est ça. Puis je l'avais partagé moi aussi quand les réseaux ça commencé, puis depuis ça a juste fait une explosion, tu sais, c'est comme
C'est quand même fou, là. Puis là, vous êtes rendu à 5, c'est le On temps? a 4 albums puis un mini. Puis un mini, c'est ça. J'ai compté 5, mini. là, mettons. Puis, entre-temps, moi, c'est ça, je suis curieux. De ton projet solo, de ton... Ben, tu sais, là, on parlait de ton podcast. On parlait du fait que là, tu vas aller... je pense que tu écris aussi encore des tunes solo. Ouais, là, j'ai recommencé, en fait. T'as quoi le désir, justement, de se retirer, de y aller tout seul là-dessus? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que c'est est-ce que c'est une mise en danger? Est-ce que c'est un confort? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment une mise en danger. La raison pour laquelle j'ai besoin d'y retourner, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, mon premier disque en 2018, c'est comme si je me sens comme si je l'avais abandonné. Okay. Parce que je l'ai sorti, puis j'ai fait la promo. C'est pas que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais je m'excusais quasiment d'exister. J'étais vraiment stressée, je me sentais pas à la hauteur, puis j'ai refusé beaucoup d'offres. Ah, ouais. Okay. Je l'ai lancé, puis je me suis sauvée à la course après, on dirait. Puis je suis retombée dans les sœurs boulées comme direct. Je trouvais ça plus sécurisant d'être avec ma sœur. C'est comme si j'étais pas prête à défendre quelque chose toute seule. Puis je regrette vraiment. Mais t'as pas tourné avec? J'ai fait 3 shows, genre. Mais voyons, OK, t'as même... Ah, wow, pourtant, les 3 shows que j'ai faits, ça s'était vraiment bien passé, puis j'avais vraiment senti la communion avec les gens. Je l'avais vraiment filé. Mais j'étais comme... Ah non, j'étais comme pas capable. OK. Puis là, pour plusieurs raisons, dont ça, on dirait que j'ai besoin de rattraper. Tu sais, en sortant un 2e disque, là, je veux faire des shows, donc je vais faire revivre ces chansons-là qui, je trouve, ont pas assez vécu. Mais c'est super, parce que tu as un beau catalogue à présenter. Là. Ouais. Puis je me sens plus solide, je me sens prête, je sens que j'ai pas envie de choquer, j'ai pas envie de m'excuser, j'ai envie d'assumer ça jusqu'au bout. Mais aussi... parce que je sens que ma sœur et moi, on a besoin de faire des affaires. Tu sais, comme ma sœur est full pin dans la poterie en ce moment, elle est dans le dessin, tu sais, elle fait plein d'affaires. Ça, je savais que le dessin, elle aimait bien. Ouais. Je savais pas que faisait de poterie là, en plus. La poterie, c'est comme, c'est Dieu. Taylor Swift, pour ma sœur, c'est la poterie en ce moment. Ah ouais, elle est bien impliquée. Elle capote là-dessus. Ça prend des cours? Elle prend des cours, ouais. OK. Puis elle a déjà commencé à vendre des pièces, là. Wow. Ouais. OK. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que tu sais, je te parlais tantôt du dévouement de Taylor Swift. Ouais. Ma sœur puis moi, on n'a pas la même vie. Tu sais, moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, il y a rien qui me pousse à rentrer à la maison le soir, j'habite toute seule. Okay. C'est comme si, inconsciemment, j'ai fait en sorte, ou peut-être consciemment, je sais pas, mais ma vie... Tu sais, j'ai eu des chums, il s'est passé des choses dans ma vie, mais c'est comme si inconsciemment, j'ai toujours gardé la musique au premier plan. Pas la musique, ma carrière au premier plan, parce que je veux pas juste faire de la musique, je veux faire plein d'autres affaires. OK. Mais c'est comme si ma sœur, sa vie, c'est enrichi, puis c'est diversifié, puis elle a plein d'autres priorités. Puis moi, ma carrière, c'est toujours resté ma première priorité. Ouais. Donc, je sens que j'ai besoin d'aller au bout de quelque chose à mon rythme. Ouais. Puis en mettant comme 90 heures par semaine, mettons. Mais c'est correct. Ouais. Le travail, en plus, le boulot, c'est une belle façon. Surtout du travail créatif. Ouais. Surtout du travail créatif, il y a comme, tu sais, tu peux attendre par moment, il y a comme une espèce d'éclair, de lumière qui se propose. Puis là, tu sais, c'est une bonne façon. Je dirais, si c'était un travail à la chaîne, tout ça, puis tu me dis, je fais 80 heures semaine, je serais un peu inquiet, là, tu sais. J'avais une amie qui, elle avait eu par la famille, depuis des générations, il y a eu un dépanneur. Elle travaillait dépanneur, station à d'essence, elle travaillait comme 75 heures par semaine. C'était zéro sain d'esprit. Non, c'est ça. Quand c'est pour oublier ou... Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose de malsain dans mon rapport au travail. Okay. Pour être bien honnête avec toi, là. Je sens que j'ai besoin de prouver que je mérite d'exister à travers mon travail, mettons. Ouais. Probablement parce qu'il me manque que j'ai des lacunes émotionnelles et relationnelles dans ma vie. Mais honnêtement, je le sais pas c'est quoi la part qui est saine puis la part qui est malsaine là-dedans. Comme toi, c'est quoi, mettons, tu sais, toi, t'as une famille, mais c'est quoi, mettons, ton rapport à ton art? Est-ce que je me le pose encore. En fait, j'ai jamais vraiment littéralement trouvé la réponse. C'est sûr qu'il y a l'affaire de base qu'il faut que je trouve la nourriture, des vêtements, puis bon, tu sais, l'affaire de base que mes filles soient pas malheureuses. Puis c'est certain que mon rôle de père a tellement pris de la place que je veux pas dire que je botche ma job, zéro ça. Je fais mon travail très bien, tu sais, je travaille fort à être professionnel.
Et j'admire ça, mais c'est certain que les enfants ont un peu changé la donne. Cela dit, tu sais, ce projet-là de podcast, l'intérêt que j'ai beaucoup à faire des disques, ça, c'est une grande passion, faire des albums, parce que c'est un leg. Ouais. Puis c'est un leg que je vais laisser à des gens. S'ils veulent les écouter, tant pis, tant mieux. Je sais pas, c'est leur choix. Mais c'est un leg que je laisse à mes enfants. Puis ça, c'est comme un peu important pour moi. C'est comme pour moi, c'est la façon de connecter avec eux, avec elles, pour plus tard. Exemple, tu sais, en ce moment, ils sont chez mes parents. Puis j'ai fait un disque. J'avais eu un band il y a longtemps. On avait gagné Cégep en spectacle 1999. Puis on était ensemble jusqu'en 2010. Bon, j'ai fait de la tournée, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Puis c'était un band. Puis ça s'appelait Druzkovka. Et on faisait de la musique du monde, ce qui était un peu à la mode à cette époque. On a fait un disque. Et puis mes filles sont obsédées avec ce disque-là. Ils sont obsédés. Puis c'est de la musique instrumentale, mais qui groove, puis tout ça. Puis puis pour eux autres, ça, c'est le top. C'est sûr que écouter du quatuor à cordes, c'est peut-être pas l'affaire la plus excitante quand t'es petit, mais en ce moment, c'est dans ce leg-là, tu sais, je les vois triper avec ça, puis ça confirme ma démarche en ce moment. Puis toutes ces conversations-là, plus tard, ben, s'ils sont curieux. C'est comme une façon de te connaître. Ouais, parce que, il va, puis je trouve que s'ils s'amusent, s'ils l'écoutent pas le podcast, c'est normal aussi, ça sera plus de leur temps. Mais s'ils l'écoutent, ils vont avoir des petits indices sur qui j'étais, qui je suis, puis comment elles sont super importantes dans ma vie, puis sont inclus dans mes conversations, puis tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ah, wow, je trouve ça tellement beau. On dirait que j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est un leg. Tu lègues quelque chose. Dès que tu sors ton album, dès qu'il est parti au vent, il va faire des choses. Il va accomplir des choses. Puis plus tard, tu sais, mais plutôt triste. Mais tu sais, tout ce qui se passe avec Carl Tremblay, tu sais. En plus, Carl n'a pas écrit les chansons. Tu sais, majoritairement, c'était Jean-François. Mais il a véhiculé ça, tu sais. Puis il s'est inscrit dans une mémoire, dans tout ça. Puis et là, ça fait partie d'une culture, tu sais. Ouais, tu sais, puis t'as la chance de faire ça, puis t'as la chance de créer ça, tu sais. Si tu penses à quand tu seras plus présente sur cette terre, qu'il y a encore quelque chose qui résonne de toi, c'est comme joli, tu sais. C'est comme une cool idée, je trouve. Ben, moi, je trouve que oui, puis je pense étrangement beaucoup à ça aussi, même si j'ai personne concrètement à qui léguer ça, tu sais, j'ai même pas d'enfant. C'est ça que je trouve ça drôle. Comme j'avais l'impression, je sais pas comment m'expliquer, mais moi je ressens ce que tu ressens, mais par rapport à du monde que je connais pas. C'est bizarre, non? Non, mais non, parce que t'as déjà été cette personne-là, tu comprends? Tu sais, mettons, moi je pense beaucoup à ma petite jeunesse à Joliette, où est-ce que je prenais des marches, j'allais au centre-ville, puis j'allais à l'encan du disque, où est-ce que je gossais, puis là je trouvais des vieux disques, puis c'est d'artistes morts, clairement, parce que j'aimais des disques classiques, mais j'aimais aussi d'autres affaires, puis j'ai pris, puis c'est là, ces gens-là qui ont fait cet album-là allaient hanter ma vie pendant une longue période, et ils sont encore là, tu sais, ils sont encore présents, ces fantômes-là, tu sais. C'est fou. Donc c'est cool de faire de la musique pour ça. Tu sais, on a un peu comme les, tu sais, tu pourrais presque dire la même chose, même pas presque, tu peux dire la même chose à quelqu'un qui fait un film. Tu sais, pourquoi tu fais un film? Surtout au Québec, surtout qu'il y a des films ça s'évanouit, là, rapidement, un film québécois, là. Ben, les disques aussi, de plus en plus. Les disques aussi, je dirais pas ça, moi, non, quand même. Pas? Non, je trouve pas. J'avais cette impression-là, mais j'ai pas avec les plateformes, pas avec tout ça, tu sais, parce que si tu vas, écoute, regarde, je vais te lancer des fleurs, tu sais, parce que, mine de rien, on est là-dedans, toi puis moi, mais si on s'amuse juste à aller, puis là, c'est Yang Spotify, qu'on les haïsse ou qu'on les haïsse, c'est pas, peu importe ce qu'on pense de cette affaire-là. Ça représente quand même, tu sais, il y a 115 000 auditeurs mensuels à ta muse, tu sais. C'est beaucoup quand même. C'est immense. Ouais. C'est gigantesque. Les films ont pas ça. Pas nos films d'ici, tu sais. Donc, un film, c'est encore plus obscur, encore plus mystérieux, mais il y a quand même quelque chose de cool aussi là-dedans. Parce que quand tu trouves les films, quand tu fouilles dans l'ONF, ou que quelqu'un dit, hey, t'as-tu déjà regardé tel film de Robert Morin? Puis là, tu le regardes, puis là, ça te transforme, puis ça te fait voir la vie d'un autre œil. Ça tu sais, c'est ça, sauf que c'est un chemin beaucoup plus difficile, je trouve, pour le cinéma. Le cinéma d'ici. C'est sûr qu'il y a certains films américains puis même là, les films américains, il y en a une tonne qui sont oubliés. C'est drôle parce que j'ai pensé à ça pas plus tard que la semaine passée, j'ai écouté Falcon Lake de Charlotte Lebon. Ah oui, c'est super, ce film-là. C'est tellement bon. Ben, moi, c'est un de mes films préférés de l'année. Pas juste d'ici, là. Je sais. Genre, point barre, là. Comme la colo, l'ambiance,
tout le acting, je me disais, je l'ai vu passer le film, là, c'est pas que je l'ai pas vu passer, mais je me disais, j'espère qu'elle sait, parce que moi je la connais pas, mais je me suis dit, j'espère qu'elle sait qu'il y a des gens qui écoutent son film et qui sont vraiment bouleversés. Ah, je pense que oui, quand même. Elle a eu quand même de bonnes critiques, une bonne attention internationale. Ouais. Moi, j'ai essayé d'écrire, c'est pas facile à contacter, comme elle est full dans son art visuel aussi, elle fait beaucoup d'art visuel. Puis je voulais vraiment discuter avec elle pour ce film-là, parce que moi, je trouve que tu parles d'un premier film. Vraiment. Ça rentre au poste. Vraiment. Là. Le film finit, puis tu te dis, ah, c'était-tu ça? J'ai eu envie d'écrire à quelqu'un, genre, c'était-tu ça ou c'était-tu ça? Moi, étais-tu déjà? Moi, je me suis assigné ça avec plein de monde sur cette affaire-là. Hein? Mais j'ose pas le faire maintenant parce que je vais laisser. En fait, tout le monde a écouté Falcon Lake parce que c'est super le fun. C'est vraiment bon. Mais non, c'est ça, c'est assez. Mais écoute, je trouve ça intéressant quand je reviens à la quête encore. Ta quête, justement, qui est à travers ça, il y a une quête personnelle aussi, là. Mm-hmm. Clairement. Oui, vraiment. Puis là, dans ton cas, tu disais, tu sais, le Swifties t'as donné un indice de comment, tu sais, tu peux être là-dessus. En même temps, tu sais, t'as pas goûté ton plaisir quand t'es allé. Tu t'es abandonné, tu t'es amusé. Je me suis abandonnée. J'aurais voulu que personne me voie dans cet état-là. J'étais en transe. Ah ouais? Ah oui. Mais j'étais entourée. En fait, je suis allée toute seule, mais j'ai pris le billet. Il y avait une gang de filles qui allaient, des Québécoises. Puis il y avait une de leurs amies qui pouvait pas y aller. Je les connaissais pas, mais j'étais quand même assise avec elle. OK. Puis j'étais vraiment contente parce que j'avais des bonnes partners. Elle, y était là la veille aussi. Ils ont pris 2 soirs en ligne. Oh my God. Je me suis dit, OK, je suis en safe space. J'ai pas à avoir honte de à quel point je vais hurler. Puis oh my God. Ouais. Puis eux, ils savaient tout, là. Elle va arriver là à tel moment, dans tel tune, prépare-toi, elle va venir de notre bar. Parce que j'avais quand même des bonnes places. Ah ouais. Mais ouais. Oh my God. C'est quelque chose. Avant ça, t'as-tu déjà eu une espèce de passion de même, là, tu sais, de jeunesse? Ouais, j'ai beaucoup d'obsessions. Quand j'étais jeune, j'étais obsédée par Marilyn Monroe pendant un certain temps. Ah. Puis c'était comme au début d'Internet, là, c'était les gros ordi, puis j'étais ado, puis je faisais jour et nuit non, là, mais dans mes temps libres, je faisais des recherches sur Marilyn Monroe, j'étais embarquée dans la théorie du complot des Kennedys qui l'ont assassinée, je savais toutes ces dates importantes, je savais toutes les... T'es-tu à jour avec tous les films? Parce qu'il y en a tellement eu des films... Non, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas accès aux films, en fait. Fait que j'étais juste obsédée par le personnage, puis à un moment donné, j'ai réussi à mettre la main parce que j'habitais en Gaspésie, il y avait pas vraiment de ressources pour écouter les films. À un moment donné, j'ai mis la main sur Diamonds Are a Girl's Best Friend. Ouais, c'est pas ça le type, non, je comprends la chanson. Non, la chanson, mais... Ouais. Mais moi, quand je parlais de films, tous les biopics, tous les films sur sa vie, il y en a... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'en ai écouté quelques-uns, là. Il y en a un qui c'était comme des fragments inédits. Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, si les gens se lancent dans la passion de Marilyn Monroe, il y a tellement de matériel. Vraiment beaucoup. Des livres, c'est comme... Ouais. Puis ça, c'est intéressant. C'est intéressant, justement, une icône qui était tellement gigantesque, sans Internet, sans tout ça. Puis ça devait être l'enfer. Ça devait être l'enfer. Sa vie? Ouais. Oh mon Dieu. L'enfer! Mais toi, tu dis, tantôt, si j'avais le talent de Taylor Swift, puis si j'avais ça, puis je voudrais tout focaliser mon énergie pour accomplir ça. Mais toi, justement, la popularité, tu sais quoi? C'est pas quelque chose qui était un peu empoisonné pour toi? T'as toujours bien dealé avec ça? Non, j'ai pas toujours bien dealé avec ça. Puis je pense qu'il y a une grosse partie dans ma vie des limites que je me suis mise. Ben surtout au début, parce que au début, ça a été vraiment vite. Puis à un certain point, c'est comme si ça allait trop vite pour la machine, là, notre petite machine, petit moteur de rien. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, ma soeur puis moi, on a vraiment freaké, puis on a fait genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Puis on avait l'impression qu'il était comme trop tard pour reculer, puis qu'on était allé trop loin. Puis là, on braillait, puis on capotait. On avait l'impression d'avoir perdu notre vie, genre. Ah, OK. Parce qu'il y a eu un moment, un été, où vraiment, il y avait comme un engouement, puis on sentait que c'était étouffant, on était brûlés, Mais c'était beaucoup de contrats, beaucoup de gigs, ouais, tout puis ça. genre la façon, tu sais, comme après les shows, les autographes, tu sais, là, j'ai l'air comme d'exagérer, mais c'était vraiment, vraiment intense. Trop intense pour nous, tu sais, c'était pas de niveau, c'était même pas de niveau Marie-Mé, là, loin de là. Non. Mais je comprends. On a fait genre, wow, c'est vraiment trop. Fait qu'à ce moment-là, on a comme un peu slacké, puis on a commencé à dire non à certains trucs
qui, on avait l'impression, allait nous exposer à plus de visibilité, de ce type de visibilité-là, parce que c'était comme suite à La Voix. Ah, c'était oui, surtout ok, comme ok, le oui. public... Puis Dieu sait que La Voix, quand ça part, c'est énorme. C'est fou, là. C'est fou. D'ailleurs, pour avoir parlé à beaucoup d'anciens participants, je connais des gens que ça a brisé émotionnellement de sortir de La Voix, tu sais, cette espèce de... Tu sais, je pense surtout que ça fait surtout ça quand t'as pas beaucoup d'expérience, puis que là, t'as l'impression que c'est comme Y a-tu un livre, y a-tu un manuel pour comprendre et gérer ça? Je me suis toujours demandé, parce que ça existe pas vraiment. Tu sais, il devrait exister le livre, il devrait y avoir une couple d'influenceurs, je sais pas, qui fait « Tu es populaire, voilà comment agir. Tu sais, ou comment avoir... À ma connaissance, ça existe pas. Ça existe pas, je pense, puis en tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage qui étaient comme un peu des mentors, puis qui ont été un peu genre « Hey, tu vis ça en ce moment? Même comme à voix basse, là, genre, on va pas le dire trop fort parce que quand ça va bien ta carrière, puis tu commences à dire que t'es fatigué, les gens, ça les gosse profondément parce qu'ils sont comme, sois donc reconnaissant, puis tu te plains pour rien, puis moi, je voudrais ça, fait que ferme ta gueule. Ouais. Fait que c'est le genre d'affaires que, tu sais, moi, je dis toujours, je suis chuchote, fatigué. là. Je suis tout le temps fatigué. Oui? Moi, je dis tout le temps ça. Même si oui? c'est gossant. Ouais, puis il faut que je me force à me dire, il faut que j'arrête. Je suis comme, je vais arrêter là. Ah ouais, mais je pense que tous les parents aussi. Ah non, moi, je te fatigué avant d'avoir des enfants. Ouais? Je suis tout fatigué. Ouais, mais moi, je me pousse trop loin dans mes projets. Ouais. Moi, je suis tout le temps un peu comme émotivement fatigué, mais je pense, je sais pas. Il y a aussi, c'est quand même plaisant de dire qu'on est fatigué. Ouais. Quelque chose de oui. quelque chose de fun qui justifie je sais pas quoi en fait. Ouais. Ça... Moi c'est pas je suis fatiguée, mais je me plains tout le temps aussi. Je me plains de tout. Ouais, quand même. Moi c'est genre je file pas. Ah ouais, c'est ça. C'est dur ma vie, m'arrive des épreuves. C'est ça. Voilà, je comprends. Toi, ça fait combien de temps maintenant que t'es montréalaise? Je suis revenue, ça fait 8 mois à peu près. Comment ça t'es revenue? Je me suis séparée, j'habitais... En fait, tout ça, c'est une histoire qui a aucun sens. J'étais pas supposée d'être en Outaouais à temps plein. OK. J'étais juste supposée d'être un chalet. Ah. La pandémie a frappé. L'appart que j'étais supposée de garder comme pied-à-terre à Montréal, la personne qui était supposée de le garder l'a pas gardé. OK. Je me suis ramassée pas de pied-à-terre à Montréal, à payer une maison toute seule puis à pas avoir les moyens d'avoir un pied-à-terre à Montréal. Donc là, t'étais comme... Fait que j'étais comme... Ouais, puis j'étais sur la route, là. Je sais pas combien de kilomètres je faisais par semaine, mais c'était vraiment intense. Mais en même temps, c'était pendant la pandémie, fait qu'il y avait une partie de ça qui était correcte, à un certain point. Mais là, après la pandémie, j'ai fait comme, OK, là, j'ai besoin d'avoir un appart à Montréal parce que j'ai recommencé à travailler. Puis là, je me suis séparée à ce moment-là. OK. Fait que j'ai fait... Je reste pas là, toute seule. Mais t'es encore plus gaspésienne que fille de ville. Quand je dis ville, Montréal. C'est une grosse question. Parce que, non, mais c'est important, mais parce que moi, tu vois, ma fête, c'est le 20 décembre, et le 20 décembre va marquer ma vie comme étant montréalais plus que je l'y éteins. Puis là, je réalise que je vais passer plus d'années dans cette ville-là où je suis venu étudier à l'âge de 21 ans. Et là, tout d'un coup, là, je suis montréalais. Avant, j'étais visiteur. Là, je le suis plus. Fait que pour toi, c'est une question de temps. Passer. OK, ben, je l'ai atteint déjà. Ma moitié de vie montréalaise. Tu l'as atteint la moitié? J'ai atteint. Ben, pas montréalaise, mais plus gaspésienne. Plus gaspésienne, c'est ça. J'ai 36, je suis partie de la Gaspésie à 17 ans. Fait que je l'ai atteint. Ouais. Tu l'as atteint? Ouais. Mais qu'est-ce que t'es? Ça, c'est vraiment une grosse question. Quand je suis en Gaspésie, je me sens comme une parvenue un peu. Ah, OK. Mais je pense que les gens avec qui... Parce que là, je reviens justement de la chasse. J'étais allée à la chasse cet automne sur la réserve Matane. Puis je pense que les gens avec qui j'ai chassé seraient pas d'accord avec ce que je viens de dire puis diraient que je suis vraiment une Gaspésienne. OK. Parce que... Qu'est-ce que t'as chassé? L'orignal, mais j'ai pas abattu. Je sais jamais comment dire. J'ai pas abattu, c'est mon partner qui a abattu, mais j'ai vécu des affaires, là, tu sais, comme tu pars le matin, parce que tu peux commencer à chasser une demi-heure avant le lever du soleil. OK, ouais. Puis quand t'arrives avec ton char, une demi-heure avant le lever du soleil à ton spot de chasse, ben souvent les orignaux, les chevreuils vont t'entendre arriver, fait que là, ils vont s'en aller. Fait que là, tu sais, on s'était dit, on va marcher, on va se parquer loin, puis on va marcher jusqu'à nos spots respectifs, puis on avait chacun réservé nos spots, tu sais. Puis là, je me rappelle, il fait noir, puis t'es en plein milieu du bois, t'as pas de réseau, t'as pas de GPS, t'as rien, là. Puis je suis dans mon char, puis je suis comme, OK, là, il va falloir que je sorte de mon auto et que je marche seule dans le noir avec ma carabine sur l'épaule. Puis là, je sors du truck, puis je suis comme,
let's go, t'es capable. Mais je suis comme, il va y avoir un ours qui va me sortir d'en face? Qu'est-ce que je vais faire? Puis je me rappelle d'avoir vraiment eu peur, mais vraiment peur, là. Mais de me dire, je le fais. Comme, let's go, t'es capable. Puis je l'ai fait. Puis, puis j'ai gagné le respect de ces bons vieux bonhommes, je pense. C'était ta première chasse? Non, c'était pas ma première chasse, mais c'était la première fois que je partais toute seule dans le noir, mettons. Mais t'es chasseuse depuis longtemps? Ben, ça fait comme 10 ans, 8 ans à peu près que j'ai mon permis. Mais voyons. Mais j'ai juste abattu deux fois. T'as abattu 2 fois? Oui. T'es-tu weird? C'était à la fois... j'étais absolument dévastée et à la fois absolument euphorique. Ouais. Puis à toutes les fois, tu sais, comme il y a une fois où c'est pas moi qui ai abattu, c'est mon père, mais on était ensemble à l'Orignal. Ça a vraiment fait un moment, genre mon père puis moi on pleurait parce qu'on a perdu notre bête dans le bois, puis là il a fallu que j'aille au village aller chercher un chien de sang. OK. Et le chien de sang, c'est qui retrace avec l'odeur. C'est même pas le sang, là, c'est l'odeur des hormones que l'orignal sécrète dans ses sabots quand il se fait frapper. Fait que le chien, quand il arrive, si la bête a été frappée, il sent à cause des hormones des odeurs, ou des phéromones. Phéromones, en tout cas. Puis là, le chien a trouvé notre bête. Puis là, l'espèce de... non, elle était déjà morte. Puis l'espèce de soulagement, puis de genre, wow, on vient de vivre quelque chose ensemble, on pleurait, puis c'était vraiment un beau moment. Pourquoi je raconte ça? Ah oui, l'émotion. Les 2 que j'ai abattus, c'était à l'île d'Anticosti. OK. Puis là-bas, c'est particulier dans le sens que j'abattais... Il y avait moins de culpabilité que d'habitude dans l'abattage, je trouve, à Anticosti, parce que la chasse est absolument nécessaire. Il y a trop de chevreuils, il y a pas de prédateurs. Puis si la chasse est pas assez élevée, dans une année, les bêtes meurent de faim l'hiver parce qu'il y a pas assez de nourriture pour entretenir tous ces chevreuils-là. Donc, c'est une erreur, en fait, qu'il y ait des chevreuils sur cette île-là. C'est un humain qui a amené une colonie. Puis là, ça s'est peuplé. Qui ont tué toutes les ours puis toutes les coyotes. Fait que sont comme pognés avec ce problème-là, entre guillemets, mais en même temps, c'est le paradis des chasseurs dans le sens où... Mais toi, évidemment, tu chasses, vous ramenez la bête, tu te fais arranger, puis tu as ça dans ton congélateur, puis tu te nourris de ça. Là. Bon, c'est ça, là. C'est pas juste un trophée. C'est pas un sport, là. Non, c'est ça. J'achète pas de viande à l'épicerie, là. C'est ça. Tu manges ton affaire. Ouais. J'ai un chum qui fait ça. Simon, un de mes amis. C'est sa plus grande passion. Écoute, quand il en parle, là, c'est particulier, là, tu sais. Il faut que je me mette au diapason parce que moi, je connais pas ça, tu sais. J'ai jamais fait ça de bord, tu sais. Puis, il nous reçoit, une fois par année, il nous fait comme il sort sa viande, puis il nous fait un festin, tu sais, une maison réelle, tu sais, du terroir, puis c'est toujours extrêmement délicieux. C'est fou, hein? Ça n'a aucun rapport, là. Tu goûtes, tu manges ça, tu fais, OK, j'ai jamais eu ces goûts-là dans ma bouche avant, là, tu sais. T'as pas d'aller à l'épicerie, ça devient comme une étrange expérience par après, mais ça, c'est quand même, toi, ça fait 10 ans, puis tu fais ça des fois avec ton père, avec d'autres gens, Surtout avec mon père. OK. Je suis pas mal sûre que là, c'était sa dernière année parce que mon père, il est comme presque handicapé, là. Il a vraiment des gros problèmes de douleurs chroniques. Puis cette année, il est venu, mais il y avait de la misère. Il y a de la misère à se déplacer. Fait que c'est pas mal les seules fois où je le vois dans l'année. Puis c'est un contexte qui est tellement favorable pour notre relation. Lui, il a plein d'histoires, il est avec ses amis, on est avec ses amis, puis notre relation est vraiment bonne quand on est à la chasse ensemble. Fait que... Pêche aussi des fois? Oui, mais là, je pense pas qu'il peut. Mais vous l'avez déjà fait? Ben oui, on l'a fait plein de fois, plein de trips de pêche ensemble. Donc, j'aime autant la pêche. Mais donc, toi, t'avais ce sentiment de parvenu, que c'est très drôle, parvenu. Les gens utilisent tellement plus. Ben, je sais même pas si je l'utilise comme il faut, là. Je suis parvenu. Mais donc, est-ce que, étant donné, moi, je te considère maintenant comme quelqu'un de ville, là, mine de rien, t'es en ville, là. Est-ce que le désir de retourner dans un coin plus tranquille comme ça, c'est en toi ou t'es bien ici, là, maintenant? Pour l'avoir essayé, là, les 3 dernières années, je m'en vais plus de Montréal pour un bout. OK. Je suis tellement allée all-in quand j'étais en Outaouais. À un moment donné, j'avais 2 chèvres. Je pense que j'ai eu jusqu'à 25 poules. Mon Dieu, oui, je me souviens, à un moment donné, j'ai vu des photos, là. J'avais publié ça, j'étais comme, OK. J'avais 5 ruches. 5-6 ruches. C'est ça. 5 ruches, 2 chèvres, 25 poules. Tu dis que t'es allé all-in, je suis d'accord, mais c'est vraiment dans
dans ton corps, c'est dans ton sang d'être comme ça, là. Tu peux pas abandonner ça comme ça. On dirait que non, c'est pas tant dans mon corps. OK. Parce que la chasse, là, mettons, puis la pêche, puis tout ça, quand j'étais jeune, j'étais vraiment en rejet de ça. Ah oui. C'est comme si... Il y avait quelque chose de mon identité de Gaspésienne que je rejetais profondément quand j'étais plus jeune, puis surtout quand je suis partie de la Gaspésie. OK. Je pense que quand je suis partie de la Gaspésie, j'étais en mode je veux m'éloigner de cette personne-là, je veux devenir quelqu'un d'autre, je veux me réinventer. Mais quand t'es parti de Gaspésie, c'était Québec en premier ou après? Non, Drummond. C'était J'ai Drummond. habité 3 ans à Drummond. C'était 3 ans à Drummond. Ouais. OK. Puis ouais, j'étais vraiment en refus de mes racines. Intéressant. C'est comme si j'avais besoin de... Un des plus beaux territoires Je le sais. du pays. Je le sais. Qui Mais est à chérir, qui est à célébrer, qui est comme... Ah, mais je comprends. T'étais quelle place, quel village? New Richmond, New dans Richmond. la baie des Chaleurs, mais Ouais. toute notre famille vient plus du côté nord. Du côté nord? Fait que, mettons, Tous des beaux coins. Floridorme, Lansaval, Rivière-au-Nord, Gaspé. Ah ouais. Toute ma famille vient de là. Mais je peux comprendre vouloir quitter, mais évidemment, je peux tellement pas comparer avec moi parce que moi, j'étais à Joliette. 1 heure de moi. Joliette, 1 heure. Cela dit, Mais Joliette, c'est Ah une non. identité propre quand même. Là. immense. Ben oui. Immense. Quand on Comme pense à j'étais- Joliette, on a des images. Ouais, puis moi, Joliette, c'est un lieu... Ça pouvait pas être la meilleure... C'était la meilleure ville pour moi. C'était la meilleure ville musicalement. Tout le monde fait de la muse. C'est des tripeux. Ah, puis il y a des artistes. Oui. Tellement d'artistes qui habitent là. Puis c'était comme... Ah, c'était tellement parfait. Toutes ces années-là, je pourrais pas en changer une. Puis même que des fois, j'aurais le désir d'aller retourner vivre là, mais pas avec le métier, pas avec... Ouais. tu sais, à un moment donné, la route, tu le sais, t'as fait de la route. Vraiment trop. C'est rochant. C'est rochant, ça. La tournée, oui, non. T'aimes ça? T'aimes pas ça? J'adore. T'adores la tournée? J'adore la tournée, mais le moment que je préfère, c'est aller souper au resto avant le show. OK. C'est ça ton moment? C'est controversé, ce que je dis. Le souper avant. Le souper avant, Tu parce manges que... avant de chanter? Oui. On Wow. va souper tout le monde ensemble. Je savais même pas que c'était une pratique pas universelle d'aller souper en Souper band. après. Nous, on souvent. va souper avant. Hum. Puis tout le monde vient, là. Tu sais, j'ai entendu dire que dans certains bands, il y a une gang qui va d'un bar, une gang qui va de l'autre. Nous, c'est Absolument. comme spontanément, on fait ça de même. Puis j'aime vraiment ça quand on C'est découvre drôle. les restos à chaque place, on sait c'est quoi les bons restos, on les essaye, des fois des nouveaux. L'espèce de communauté que ça crée, Je suis d'accord. on partage des moments, donc après quand on monte sur scène, on a des insides. Oui, il y a tout ça. J'adore faire le show aussi, là. Mais si on m'enlève mon souper avant show, mon plaisir est amputé grandement. OK. Ouais. Tradition. Ouais. Et ta sœur aussi embarquée avec la même idée. Là. Vous êtes Ouais. d'accord là-dessus? Le souper, c'est sacré. C'est important Ouais. de bien manger. Ouais. Pour vrai, on part à 5 heures, c'est comme on a hâte, là, on va manger à 5 heures, puis on commande du Tôt, vin. là! Puis 5 heures! oui. Tabarnouche. Ah, c'est ça, parce que si vous prenez un petit verre avant, tu sais ça. Ouais. Moi, je peux pas faire ça. Ah, c'est ça, en classique, c'est moins ça. Mm. Tu vois, les programmes que je joue en ce moment, Tu peux pas même- être sous en faisant même ça. à jeun, c'est comme je suis partout. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Tellement tôt. Non, ça le dit, c'est pas vrai. Là, je fais la petite tournée de show de Pierre Lapointe. La Noël, tournée Chante des Noël. fêtes, Ouais, la tournée Ça des a fêtes. l'air tellement hot, ce show-là. C'est tellement le fun. Puis ça, ouais, ça, un petit verre de rouge, ça va, Ah ça va, oui. ça va aller. Ça, c'est comme, il y a une différence quand même entre un quatuor de Bartok puis, tu sais, en tout cas, Ouais. il y a comme, c'est ça. Hey, on va dans plein de directions, hein, quand même. Tabarouette. Je réalise que c'est la première fois qu'on se parle réellement, en fait. On s'est Oui. déjà croisés une couple de fois. Moi, je pense que la première fois que je t'avais vu live sur scène, c'était au Quai des Brumes. Ça, c'est arrivé une couple de fois, là, tu sais, genre aller, parce que moi, j'aime bien cet endroit-là, puis j'étais allé là, juste comme, tu sais, des fameuses soirées de hasard avec un ami, prendre une bière, On jouait ça avec Antoine Graton? pile Oh poil my ça. God. Ouais, Wow. j'étais là avec Stéphane Lafleur. Ah! On était dans le fond bien discret. Très Je discret. me demande vraiment si je savais. Parce que. Steph et moi, on était là en train de prendre une petite bière en arrière. On écoutait ça. On écoutait un peu de Muse. C'était super. Ah! Ouais. Mais ça fait longtemps, là. Ouais, ça fait longtemps. Ça Ça fait fait plus très que longtemps. 10 ans. Ça fait 11 ans, selon moi. Peut-être, ouais, quelque chose dans ça. Ouais. Oui, j'avais pas d'enfant. J'étais pas... C'est ça. Non, c'est ça. Non, c'était fou, là. Puis, tu sais, je me Wow. souviens que c'était la fête. Parce que vous faites... Je pense que t'es quelqu'un qui aime la fête. Moi? Ouais, je me Oui, trompe. j'aime la fête. T'aimes la fête? J'aime la fête.
Mais je suis pas une brosseuse de fuite, là, mettons. Là. Une brosseuse de fuite, ça, j'aime ça. Une brosseuse de fuite. Boire pour oublier. Je bois pas pour oublier, je bois pas tout seul, puis je bois pas quand je suis triste. J'aime ça brosser quand je suis de bonne humeur avec des gens que j'aime, mettons. Mm-hmm. Mais quand c'est ça, je suis une bonne brosseuse. T'as-tu l'alcool triste si tu le bois seul? Ça fait ça? Oui, donc je bois pas seul. Ouais, bah, exact. Tout à fait intelligent. Ouais. Mais il y a des gens qui boivent seuls même quand ils sont tristes, là. Même quand ils boivent tristes. Ouais, des buveurs tristes, j'en connais quelques-uns. Quand t'es en autodestruction, puis ouais. Moi, c'est le contraire. Moi, c'est trop joyeux. Ah oui? Ouais, moi, faut que moi, je limite ça parce que moi, je suis tout le temps dès que je bois, je suis joyeux. Je pense que c'est le sucre. Ah! Le sucre dans l'alcool m'amène une euphorie. Après coup, est-ce que tu tombes triste? Quand tu te lèves le lendemain matin? Ouais, des fois un peu. Ouais. Je pense quand c'est exagéré puis que c'était comme sans raison de le faire. Ouais. Oui, puis quand le corps commence à être magané dans une tournée, il peut devenir un peu triste. Mais en général, non, moi j'ai l'alcool très joyeux, trop joyeux même, c'est problématique. Donc ben moi je fais des gros stretches sans rien prendre parce que je veux me cleaner puis après je suis plus lousse, mais tu sais parce que moi toutes mes meilleures idées sont venues en prenant un verre. C'est-tu vrai? Toutes mes meilleures idées sont venues avec un verre. Tous mes projets, mes meilleurs projets, c'est venu avec ça. Mais tu vois, alcool création, c'est rare que j'entends ça. Moche création, pas de création, on l'entend souvent. Oh, non, ça, je peux pas aller là. Oh, non, c'est ces drogues-là. Non, ça fait trop peur. Ouais. J'ai peur, non, ça me fait peur. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais en même temps, je sais pas, peut-être j'associe tellement le festif à ça, puis la conversation, puis même ça, là, mettons prendre un verre de vin seul, je me souviens d'avoir eu des flashs. Je devrais faire ce projet-là, prendre une note. Puis j'aimerais ça, my God. Ouais. Là, les drogues, c'est comme si ce que je trouve qui est bien, on va dire, avec l'alcool, c'est rien que par le nombre. Je connais l'alcool. Bon, tu sais, mettons une bière ou un verre de vin, le nombre, la quantité, je sais qu'est-ce qui va se passer. Ouais. C'est prévisible. C'est prévisible, puis c'est contrôlable. Pas une perte de contrôle. J'arrête, je vais dans mon frigidaire, je me fais 2 Gatorade, puis ça va calmer la dose, puis le lendemain, ça va... Tu sais, je sais comment le contrôler, alors que les drogues, j'ai l'impression que ça peut ouvrir un portail... Ah, je te comprends. Un peu bizarre, puis qui pourrait comme prendre possession de moi, puis ça, c'est l'affaire que je veux pas. Tu sais, j'ai vu du monde pas avoir du fun là-dessus, puis ça me fait un peu peur. C'est-tu parce que tu fais pas confiance à où ton cerveau pourrait aller? Ouais. Moi aussi, pareil. C'est surtout ça. Il y a des portes que je suis content que c'est fermé, puis ça va rester fermé. Je comprends, restons... puis l'alcool ne va pas ouvrir ces portes-là. Et elles sont verrouillées, puis l'alcool respecte ce côté-là. Ouais, ça va groover. Je pense que je comprends. Ouais, parce qu'il y a des choses... Il y a des choses que des fois, tu sais, des fois on dit qu'il faut tout régler. Tu sais qu'il y a des problèmes, admettons qu'on doit résoudre absolument. Des fois peut-être pas. Tu sais, des fois peut-être que c'est pas nécessaire tant que ça. Puis des fois ouvrir une porte dans un lot de problèmes peut-être surélevé. Tu sais, moi j'ai bien des amis qui ont essayé d'aller des fois un peu trop loin dans une thérapie. Puis là après ils ont fait non, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir finalement cette porte-là. Ça, c'est tellement intéressant. Ça, j'ai bien des amis qui l'ont vécu. C'est la grosse question, là. Moi, à un moment donné, moi, j'ai fait une thérapie une fois quand j'ai eu bien de la misère à la fin de mon doctorat, puis ma psy. C'était vraiment intéressant. Tu sais, à McGill, ce qui est extraordinaire quand t'es à l'université, c'est que le psy, c'est gratuit. Bon, tu sais, parce que dans mon temps, peut-être ça a changé. Et là, j'ai commencé à consulter, puis elle, à la fin, à un moment donné, j'y allais pour des problèmes d'anxiété, puis tout ça, puis quand on est arrivé au bout, après de peut-être 6 mois, elle a fait « Hey, elle dit, je pense qu'on a fini. » Je dis « Ouais, mais il y a telle affaire à faire. » Elle dit « C'est-tu aussi grave que l'anxiété que tu as vécue quand tu es venu me voir la première fois? » Je dis « Non. » Elle dit « Laisse tes problèmes reposer vois un peu. » comment tu vas... Elle dit « Laisse-les donc reposer un peu. » Elle dit « Là, tu as déjà traversé une première grosse vague. Si tu sens que ça va, que ça te pèse tant, tu reviendras. » Mais elle dit « Non, puis je suis jamais retourné. » Ouais. T'es tellement... Je peux même pas m'imaginer une vie dans laquelle j'aurais pas besoin de consulter à chaque 2 semaines, genre. Ah ouais? Impossible. Ma psy était en vacances, là, les 2 dernières semaines.
C'était Puis juste rochant. après, j'ai un rendez-vous, là. Juste après ici, j'ai un rendez-vous. Puis je m'accroche à ça comme à la vie, là. J'ai tellement hâte. Mais je suis pas mal la seule personne que je connais qui a hâte de voir sa psy. Souvent, c'est comme un poids, là. Non, je connais bien du monde qui a Oui? hâte. Oh, oui. Ah ben tant mieux, ça veut dire qu'il y a des bons matchs, là, aussi, j'imagine. Il y a des bons matchs. Il y a des bons matchs. Et il y a des mauvais matchs. Il y a des très mauvais Ça, matchs. j'en connais beaucoup Oui. aussi. T'as des amis qui sont comme, il faut que j'arrête avec cette psy-là, mais je sais pas comment le finir. Ah, je sais pas comment je sais dire. pas comment Oh, dire, non! puis je sais pas comment quitter, parce que j'ai Comme tellement... une rupture. Ouais, mais c'est parce que j'ai tellement dit d'affaires, ce psy-là. Qu'est-ce que je vais... Puis il faut que j'aille rebâtir ailleurs. Ah Puis là, ça devient lourd. Tu fais combien de temps t'es avec ta psy? Ça fait 2-3 ans. Mais toi, c'est quand même une grosse relation, là. Ouais. Tu sais, Ah, moi, j'ai besoin d'elle, là. Elle a, c'est plein d'affaires. Tout. Tu sais, tout que ben du monde ne savent pas. Ouais. Bon, tu sais, donc, il y a ce rapport-là qui est quand même important. Puis je peux pas m'imaginer comme voir le bout de ça dans le sens où tantôt je la vois puis j'ai tellement de choses que je veux couvrir avec elle que je me dis j'aurai pas assez du temps que j'ai avec elle. Puis je vois pas le jour dans ma tête, mais en fait, je me fais même pas une liste, c'est vraiment juste ce qui monte spontanément là. Souvent quand on commence le rendez-vous, elle va me dire comment t'arrives, tu sais, qu'est-ce qui te préoccupe, qu'est-ce qui est dans ta tête. OK. Mais même ça, je suis comme par où commencer. Je peux pas m'imaginer arriver à un point où j'aurais rien à dire. Mais quand tu es chez la psy, est-ce que ça... Tu sais, moi, je me souviens j'avais pas fait autant que toi, mais tu sais, quand je le faisais, c'est que j'arrivais puis je faisais, bon, il se passe telle chose, je suis super anxieux quand je vais sur scène, je voudrais régler ça. Chose qu'on partage, d'ailleurs. Ouais, exactement. Puis là, elle me donnait des trucs. Puis la semaine d'après, c'était, j'expliquais, j'ai expérimenté ça, mais c'est revenu à tel moment. Puis là, on essayait d'analyser, de voir comment ça pourrait se régler. Puis ça l'aidait. Mais toi, ça a l'air plus large, donc. Ouais, ça a l'air plus d'être behavioriste, ta thérapie. Ouais, peut-être plus le style comportemental. Comportemental. Oui. Mais toi, c'est quoi? Une excellente avenue. Ah, moi, c'est vraiment, c'est plus, elle, sa spécialité, c'est plus la théorie de l'attachement. Je sais pas si t'es familier avec ça. C'est une mine. Ça a été une de mes obsessions pendant que ça l'est encore un peu, mais maintenant que j'ai tout lu puis tout creusé un peu moins, mais c'est une théorie basée sur le modèle d'attachement, en fait. Okay. Il y aurait 3 catégories de personnes dans la population. Les gens qui ont un attachement sécurisant, c'est-à-dire que leurs parents leur ont toujours fait sentir comme si ils étaient désirés, comme si leurs besoins étaient valides, comme s'ils étaient pas de trop, comme s'ils étaient acceptés, qu'ils étaient soutenus. Puis il y a les 2 styles d'attachement insécurisants qui sont le style d'attachement anxieux et le style d'attachement voyons, j'ai un blanc. Anxieux et ça va me revenir. Mais l'attachement anxieux, ça veut dire peur de se faire laisser. De se faire laisser, mais les deux attachements insécurisants sont basés sur une peur de se faire abandonner. Donc, c'est des gens qui, en très, très jeune âge, en fait, ça se fixe, je pense que c'est avant 18 mois. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est avant même le cerveau langagier, là. Dieu, Donc, c'est super enfoui, puis c'est super... en fait, c'est impossible pratiquement à défaire. C'est possible à travailler, mais quand tu as un style d'attachement, c'est pas mal fixe pendant tout le reste de ta vie. OK. Évitant. Attachement insécurisant anxieux et insécurisant évitant. Puis ça, c'est les gens qui, quand ils vont se sentir rejetés, les anxieux, ils vont quémander de l'amour, là, serre-moi, dis-moi que tu m'aimes. Puis les évitants, ils vont dire, de toute façon, j'avais pas besoin de toi. Puis là, c'est dit de façon très grossière. Non, mais on vulgarise. ça se répercute, en fait, dans parce notre façon de vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment qui dit, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Mais oui, puis dans le fond, c'est que quand tu le sais, c'est quoi ton style d'attachement, après, tu sais c'est quoi qui te déclenche, puis t'as des trucs aussi pour pas te déclencher, puis des outils à donner aux gens avec qui tu partages une certaine forme d'intimité pour travailler ensemble, pour pas se déclencher. Même familial, dans les interactions, c'est ça. Moi, je trouve que ça impacte tout. Puis depuis que je sais que moi, c'est insécurisant, surtout anxieux, mais parfois évitant. Puis depuis que je sais ça, c'est comme moi, j'ai des outils, mais les gens autour de moi aussi ont des outils pour comprendre mes réactions. C'est ça. Wow! Okay. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est une grosse exploration. Oui. Mais tu penses qu'il va arriver une fin? Une fin avec ta psy? Pour le moment, je le souhaite même pas. Non, c'est ça. Mais j'aimerais quand même ça un jour me dire que mes traumas mènent plus ma vie. Parce qu'en ce moment, je suis pas encore arrivée là. OK. J'ai toujours, à chaque jour, à chaque semaine, j'ai toujours des exemples de situations dans lesquelles ma régulation émotionnelle se fait pas bien. Okay. Puis je tombe dans mes déclencheurs, puis je vais aller dans des lieux communs que je connais très bien, mais que je suis pas capable de m'empêcher d'aller là. Ah. Puis je sens souvent que la vraie personne... Pas destructeur, quand Pas même. destructeur. C'est juste un réflexe d'aller là. Ouais, c'est comme des réflexes d'auto-sabotage, d'auto-exclusion,
de toujours de me sentir rejetée dans n'importe quel contexte, ce qui fait en sorte que je vais suranalyser les trucs. Mais c'est intéressant, ça. Parce qu'en même temps, tu te mets constamment dans des lieux à danger. Exact. Faire un podcast. Exact. Écrire en solo, écrire des livres. Exactement. On n'en a pas parlé, mais t'écris des livres. Oui. Rien que cette idée-là me donne des boutons. Rien qu'imaginer faire ça. Puis donc, tu te mets dans des zones. Oui. Mais je pense que ça va de pair. C'est pas contradictoire, c'est plutôt conséquent, en fait. Okay. Je pense que mon besoin de... Tu sais, quand les gens me demandaient, jusqu'à tout récemment, ben encore même aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux léguer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Puis je disais, je veux que dans 10 ans, 20 ans, des gens jouent mes ou nos chansons autour d'un feu de camp avec leurs amis. Puis je pense que... c'est pas pire, ça. Je pense que ça, c'est comme si je me sentais sécure, puis je sentais que les gens m'aiment puis que je suis suffisante. J'aurais pas besoin de ça. Ouais, J'aurais pas besoin d'être donc ben. Puis tu sais, je t'épargne aussi, là, je veux toujours être la meilleure. Quand je suis pas la meilleure, je capote. Quand je suis pas nominée à la 10 dans telle catégorie, je suis triste. T'es-tu sérieux? Oui, oui. Ah, tu prends ça à cœur? Vraiment. Malgré moi, là, je trouve ça niaiseux de prendre ça à cœur. C'est drôle, mais, mais ça, c'est de longue date. Même à l'école, quand t'étais petite, tu veux être la meilleure. Fallait que je sois meilleure. Moi, j'étais... Ouais. On était un groupe d'amis, là, on était comme 4-5 amis qu'on avait tout le temps en haut de 93% de moyenne. Puis, je pouvais pas accepter un 89. Okay. Même pas un 90. À partir de 91, ça commençait à être correct. Mais mettons, meilleure note, là, si j'avais en haut de 95, j'étais comme, OK, ça va, je suis contente. Rien de moins. Compétitive, mais pas vraiment par rapport aux autres. Ouais. J'ai jamais cherché à écraser les autres. Au contraire. Mais moi, ton affaire de disque qui te rend triste, ça me rend triste aussi pour toi. C'est plate, ça. C'est tellement con, en plus. Ben oui, c'est juste un gars-là. Puis c'est normal que dans la vie, parce qu'on a commencé en ayant beaucoup de prix, beaucoup de nominations, puis après ça s'est calmé. Fait qu'il y a toujours la petite voix qui me dit « T'es moins bonne qu'avant, t'as perdu ton essence. » Tu sais, tout ça, là, le monde t'aime plus. Okay. C'est vraiment ça, c'est comme, je pense que ça nous a un peu déréglé d'avoir autant de reconnaissance dès le départ, puis je pense en tout cas, moi, je l'ai vraiment pris ça pour acquis. Mais t'as lu les règlements de la disque, comment ils donnent les prix? Non. Ben, je pense que oui. Je pense que je sais où tu t'en vas. Je vais t'inviter d'aller les lire. Non, mais va les lire. Puis après, je pense que tu vas repenser un peu à certains prix. Bon, j'irai pas là aujourd'hui parce que c'est compliqué, mais moi, dans ma tête, les gars, ben oui, mais tout est politique. Ben oui. Tout est politique. Tu sais, je pense que les Junos sont un peu plus... organiques. Ben, un peu plus retirés, entre autres, des ventes puis tout ça, qui est un facteur. Mais tu sais, c'est des gars-là. C'est juste des gars-là. C'est ça l'affaire. C'est que moi, je suis tellement détaché de ça. C'est comme, ben faut, tu sais, avec Molinari, on avait été nominé une couple de fois, puis c'était super gentil d'être nominé. J'appréciais la tape dans le dos. En même temps, je me disais, pourquoi on est là? Je comprends pas vraiment, tu sais. Moi, ça a toujours été un peu... c'est pas vraiment notre gang. Tu sais, c'est un peu bizarre. Puis en même temps, puis je comprends que... Mais dans votre cas, ça change-tu vraiment quelque chose pour les ventes après? Putain. Dans le temps où on a gagné Révélation, vraiment beaucoup. Mais plus maintenant. Je pense pas. T'as raison. En ce moment, ça change rien. T'aurais les doses, Félix, ça peut peut-être avoir un peu plus d'écoute en ligne. C'est pour ça qu'il faut tout repenser un peu. En ce moment, notre métier est vraiment parouetté. Pas rien que par le manque d'argent que tout le monde déplore, évidemment, qui est présent, mais juste par la redétermination de sa valeur, tu sais. 100%. Les gens ont jamais autant écouté de musique. Jamais. Mais ils sont pas au rendez-vous combien de temps que c'est important. Pour ça, c'est capoté, là. C'est capoté. Tu sais, les salles, c'est tellement déplorable tout ce qui est écrit cet automne sur les salles à moitié vides. Ouais. Tu fais comme... Puis là, c'est là que ça devient confrontant, ça devient super tough de prendre l'ego. Moi, c'est plus là, tu sais. C'est plus que si t'es habitué de remplir des salles, ça commence à être moins rempli. Puis là, il faut que tu te battes. C'est sûr que ça, je pourrais peut-être comprendre que ça fait mal. C'est ça aussi. T'sais. Puis l'autre jour, parce que je me questionnais, parce que nous, on a vu une légère diminution, tu sais, depuis avant la pandémie, puis j'ai demandé à quelqu'un, un producteur de spectacle qui travaille dans l'industrie, j'étais comme, c'est quoi les stats en ce moment? Ouais. Puis je pense que c'est 20%, globalement, là, c'est 20% de moins de ventes, total, global, mais il y a plus d'offres, il y a plus d'artistes. Il y en a tellement. Et les gens achètent
plus, mettons, les gens vont beaucoup acheter Sale Barbe. Mettons, Sale Barbe, les Cowboys. Il y a certains bands où c'est plein de quatuors en ligne. Ouais. Fait que je pense que les gens, ils achètent moins de billets, mais ils vont acheter plus les gros artistes. Ouais. Donc ça augmente le nombre de ventes, mais au détriment des petits, puis aussi, ça va un peu encore, on vient en rond, mais tu sais, on vient à Taylor Swift, mais ça vient que les gens vont acheter des shows dans lesquels ils vont faire une communion, une expérience de groupe assurée. Voilà. Les Cowboys, que tu sois fan ou pas, même je conseillerais aux gens qui, voilà, pas plus maintenant, mais tu sais, à l'époque, que tu sois pas fan des Cowboys, d'aller voir un show des Cowboys, c'est débile. Débile. Tu sais, oui. Moi je l'ai fait quelques runs de l'OSM en remplacement, puis c'était le délire. J'ai jamais entendu crier si fort à la Maison Symphonique. J'ai jamais vu ça. C'était fou, là. C'était fou, puis c'était fun. Même tout le monde aimait ça. Tout le monde était heureux. On s'en fout que t'aimes la musique, ce genre de musique-là. Non, faut reconnaître. Tu sais, reconnaître qu'il y a quelque chose qui émanait de ce moment-là. Bon, c'est certain que, alors c'est pour ça que je dis que les gens vont avoir une tendance à aller vers ça. Alors que les petits bands, c'est plus une expérience introvertie, c'est une expérience presque 1 à 1, tu sais, il y a des combien de shows que j'ai vus avec pas beaucoup de monde. Mais par contre, moi je me sens toujours super privilégié quand il n'y a pas de monde, j'aime ça, il n'y a pas de monde, mais ça c'est moi là, mais là tu sens qu'il y a eu une communion, puis en tout cas, t'as vécu quelque chose de spécial qui réarrivera pas. Tu sais, c'est comme mais le temps file, puis toi t'as un rendez-vous tantôt, bon je pense qu'on va être obligé de passer à la prescription. Je te réinviterai, regarde, on se fera ça. Alors allons-y. Je me demandais si j'allais avoir assez d'affaires à dire, mais visiblement je parle beaucoup. Non, on est correct, je pense. Prescription? Ouais, je t'écoute. Mais j'ai comme plein d'affaires, on dirait que j'arrivais pas à faire le choix. OK. Est-ce que t'as écouté le nouvel album d'Alex Burger? Ça s'invente pas? Il vient la semaine prochaine. C'est-tu vrai? Ouais. Oh, ça fait 1 mois que je le travaille parce que je sais pas s'il y a du type à faire des entrevues, je sais pas s'il y a du type à discuter. Je l'ai rarement entendu en entrevue, on dirait. C'est ça, puis tu sais, on s'est beaucoup écrit, on s'est envoyé la balle, tout ça, puis il était bien occupé parce que c'est intéressant ce qu'il a fait, il a sorti son album, il a attendu presque 1 mois, puis il a fait le lancement officiel de l'album. Oui, qui était la semaine dernière. Ouais, qui est une brillante idée en passant, je trouve, parce que ça donnait aux gens le temps de capoter. Ben oui. Puis là, les gens dans la salle étaient apparemment débiles, capotaient. Moi, cet album-là, j'adore ça. C'est tellement bon. Ça. Ah ouais, c'est toute une belle proposition. Peut-être le mettre un peu en contexte. C'est du country. Ben, c'est drôle parce qu'il dit, si vous trouvez qu'on fait pas du country, on va en jaser, venez. Mais tu sais, il y a d'autres influences, là. Moi, j'entendais Joe Dassin quasiment à certains endroits. Ouais. Des références aussi, tu sais, le téléphone, là. Tu sais, il y a comme plein de petites références à la culture keb. Ouais, puis il y a aussi il y a un timbre de voix, mine de rien, qui me faisait penser un peu à, juste pour faire exprès, Hubert Lenoir un peu. Ouais. Il y a un peu d'Hubert là-dedans. Un peu de Stéphane. Un peu de Stéphane aussi. Dans le marmonnage. Un petit peu. Je dis marmonnage, c'est pas péjoratif, c'est pas ça que je veux dire, mais dans la façon intimiste de chanter. Ouais, puis et les beaux arrangements. Je trouve que la réalisation est slick, tout ça. Ouais. Non, ça c'est... Les textes. Non, moi, lui, comment... D'ailleurs, je suis content que tu le dises son nom parce que Burger, on dit? Burger, ben je sais pas si c'est comme Alexia puis qu'il faut dire Burger, mais moi je dis Burger. c'est peut-être Burger, c'est peut-être Burger. C'est peut-être Burger. En tout cas, il va me faire un petit cours de prononciation là-dessus parce que je suis vraiment pas sûr. Mais de toute façon, B-U-R-G-E-R, vraiment, allez écouter. Mais il y a 2 albums déjà. L'autre est très bon aussi. Très bon aussi, mais le dernier, il faut le dire quand même. L'autre d'avant, c'est Sweet Montérégie. Il y a Ça s'invente pas. C'est vraiment bon. Puis il y a aussi un album live au Quai des Brumes qui est pas pire. Oui, c'est vrai, j'ai écouté des extraits. Ouais, quand même le fun. Mais moi, c'est fou parce que j'ai écouté cet album-là, puis ça fait quelques années que j'ai commencé à écrire en français, plus en guillemets international. Tu sais, comme on a commencé, ma soeur puis moi, en écrivant vraiment en keb. Puis après ça, c'est comme si j'ai évolué en plus littéraire. Okay. J'ai écouté l'album, puis j'ai dit... Ma façon d'écrire va changer suite à cet album-là parce que je trouve qu'il utilise le keb d'une façon tellement poétique. Vraiment. On le sait que ça existe, tu sais, justement, avec Podcast le fait très bien, mais on dirait que ça m'a rappelé que ça existait puis ça m'a donné envie de revenir à quelque chose de québécois. OK. Ouais. OK. Super. Après ça, je continue dessus. Oui, mais ça. J'ai noté 2 podcasts parce que j'écoute vraiment beaucoup de balados. Oui.
et en français et en anglais. Chaud. J'ai noté Un orage dans la tête d'André Giraldo. Est-ce que tu l'as écouté? Je l'ai pas encore écouté, puis il faut que je l'écoute parce que André puis moi, on se connaît depuis l'âge de 7 ans. On a fait tous nos étés ensemble au camp musical Paradisium. On était tout petits, là. T'es minuscule. Elle était là au piano, moi, j'étais là au violon. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Super pianiste, elle joue du piano, cette fille-là. C'est vrai? Ça jouait du piano, cette fille-là. Puis, tu sais, des fois, elle en montre quand on en fait avec ses enfants, là. Mais c'est grave. C'est grave, André, là. C'était une super pianiste. Elle faisait des concours pis tout ça. Elle faisait des concours, toutes sortes d'affaires. Elle est super cool. Elle est super cool. Elle est magnifique. C'est une fille extraordinaire, tu sais. Mais là, ce truc-là qui est comme un peu... Peux-tu peut-être résumer? C'est basé sur... En fait, elle parle de son enfant qui a des... On sait pas si c'est un trouble neurodéveloppemental ou un trouble de la personnalité ou en lien avec des troubles de santé mentale, mais son enfant est un enfant qui fait beaucoup de crises, puis elle est comme à la recherche d'une façon d'aider son enfant, mais en parlant à d'autres parents qui vivent des situations similaires avec des enfants qui sont soit autistes, TDAH, syndrome Gilles de la Tourette, trouble de la personnalité limite. Donc, elle va vraiment parler à plein de parents, plein d'enfants aussi, pour démystifier les troubles de santé mentale, entre guillemets, chez les enfants. Puis moi, je pensais, étant donné que je suis pas parent du tout, je pensais que ça allait vraiment moins m'interpeller, mais je pense que c'est même pas pour les parents, c'est pour les gens qui se questionnent en général sur même pas juste sur les troubles de santé mentale, mais sur le cerveau humain. Je trouve que c'est fait avec vraiment beaucoup d'humanité, beaucoup d'autocritique. Elle parle d'une façon tellement libre, elle admet ses torts, elle admet ses préjugés, elle admet que des fois c'était trop pour elle, qu'elle a failli en guillemets en tant que parent, même si c'est pas ça du tout, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'humanité, d'empathie, de vulnérabilité. Mon Dieu. C'est magnifique. J'en ai beaucoup, j'ai lu dessus, tout ça, c'est sur ma bucket list d'affaires à écouter, mais vraiment, je suis content que tu le dises aujourd'hui. C'est trop beau. OK, cool. Puis sinon, j'ai Something Was Wrong. C'est Tiffany Reese qui fait ce balado-là. Okay. Il y a énormément de saisons, mais je conseille surtout la dernière saison à partir de l'épisode 2 parce que c'est une autre de mes obsessions. C'est un cas qui me garde presque éveillée la nuit en ce moment. C'est Caitlin Braun. C'est une femme de l'Ontario. Je veux pas trop en dire, mais qu'on appelle l'arnaqueuse de doula. OK. C'est une femme qui... Je vais peut-être trop en dire, en tout cas. C'est une femme qui prétendait être enceinte et être en train d'accoucher. Et elle faisait ça en série, en fait. Elle était pas enceinte, elle était pas en train d'accoucher. Elle faisait ça en série et elle exploitait des doulas, en fait, à la chaîne, là, vraiment en série. Mais voyons. Ça a l'air weird, mais c'est extrêmement weird, mais c'est décortiqué, en fait, l'animatrice Tiffany Reese à l'interview des doulas, à l'interview des proches de cette femme-là qui est en ce moment incarcérée. OK. Donc, c'est un petit peu... OK. C'est comme enquête, là, plus. OK. Et c'est très poussé, mais c'est fascinant. Comme, c'est quelque chose que je pouvais pas imaginer qui pouvait exister. Un peu épeurant, quand même. Très épeurant. Creepy. Tu vas en faire. Oui. Oh my God. Ça a laissé des doulas complètement, là, ça a l'air, tu sais, les doulas sont traumatisées, là. Vraiment, là. C'est des gros traumas. OK. Ouais. OK. Après ça, j'ai noté. Oui. Faire la romance, le dernier livre de Sarah Maud Beauchamp. Oui. Que j'ai vraiment adoré. C'est comme un essai, mais c'est pas vraiment un essai dans le sens où c'est très autofiction aussi. OK. Pour ne pas dire autobiographique, parce que je pense qu'elle a même pas changé les noms. En tout cas, elle a changé quelques noms, mais pas tous. OK. Donc, c'est vraiment parfois des expériences de vie, parfois des citations de livres, mais c'est pas un essai comme Mona Chollet fait, là, très intellectuel. Tu sais, oui, c'est intellectuel, mais il y a aussi beaucoup c'est un page-turner quand même, j'ai trouvé. Je la connais, on n'est pas amis proches, mais je la connais depuis longtemps. On est allés à l'université ensemble. OK, parfait. J'ai énormément de respect pour elle. Je trouve que... Il semble que c'est un match d'amitié dans tout ça, là. Merci, je le prends vraiment comme un compliment parce que c'est une femme que j'admire vraiment énormément. OK. Ben, moi, je dis ça en plus, je l'ai rencontrée peut-être 2 fois, 3 fois, mais la façon qu'elle... Elle me semble dans son discours, la façon qu'elle s'exprime, tout ça, quelque chose qui me fait penser à toi. Ben, merci. Fin de la parenthèse. Vous allez prendre un café, c'est ça? Excellent. Mais c'est sur le désir ou non de maternité. OK, puis c'est pas j'en veux pas, puis c'est pas j'en veux. C'est vraiment tout le livre est un questionnement à savoir pourquoi elle sait pas, en fait. Puis ça m'a beaucoup plu parce que je trouve que le discours ambiant, c'est beaucoup j'en veux pas, puis je suis sûre, ou j'en veux, puis je suis sûre, et non l'ambivalence. Puis moi, je me reconnais beaucoup dans cette ambivalence-là.
T'es dans celle-là? 100%. C'est drôle parce que j'avais Sonia Cordeau qui était ici, puis justement, on en a parlé beaucoup. Puis elle dit, moi, c'est réglé, tu sais, j'en veux pas, tu peux m'expliquer. Elle m'expliquait tout très, très la logique, puis comment ce moment-là qu'elle l'a su, c'est arrivé avec son chum, tout ça. Puis tu sais, c'était un cool moment qu'elle m'a expliqué parce que moi, au contraire, j'ai jamais jugé quoi que ce soit là-dessus. Les gens, tu sais, font ce qu'ils veulent, là, c'est pas ça. Mais c'était le fun de l'entendre parce que c'est pas un discours fréquent. Vrai. Tu sais, direct, puis tu sais, elle disait, tu sais, j'adore les enfants, mais je suis quand même content de soir arrivé chez nous, puis qu'il y en ait pas. Puis tu sais, puis elle disait, tu sais, bien gentiment. Toi, t'es encore un peu en train de te poser la question un peu. Oui. Ah ouais, dans le sens où je me reconnais dans ce discours-là, parce que moi aussi, quand je vais voir mes neveux, filleuls, je suis quand même contente de rentrer après. Non, mais ça brasse un petit, là, c'est normal, là. Puis je suis une personne très égoïste, donc je le sais. Mais en même temps, j'ai peur de manquer quelque chose, j'ai peur de regretter. Moi, c'est surtout ça, j'ai peur de regretter. Parce que la plupart des gens avec qui j'ai eu la chance d'en parler, qui se sont confiés à moi, pas la plupart, mais beaucoup, avaient l'air d'avoir des regrets, je trouvais. Ah ouais? Ouais. Tu sais, quand il est trop tard, là, puis que je suis devant une dame de 50 ans qui a pas d'enfant, je trouvais que ça avait... Mais je sais pas si c'est parce qu'elle sente le besoin de se justifier par rapport au regard que la société a sur elle. Peut-être. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'était vraiment un choix? J'ai senti... ça m'a beaucoup remise en question parce que j'ai peur de regretter. Une peur de regret, mais en même temps, une peur de regret versus être super malheureux longtemps. Exact. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont puis qui regrettent, hein, aussi. Puis on n'en parle pas beaucoup. Mais ça, mais eux, on les entend pas. On les entend pas. Il y avait pas une femme qui a fait ça, une confidence il y a pas longtemps, un livre là-dessus. Oui. Je me rappelle plus qui, mais oui, je sais de quoi tu parles. Puis moi, je me dis toujours, mais parce que c'est touché. Parce que l'enfant, plus tard, va faire, ah, maman, quand t'as écrit le livre. Tu m'haïs, tu m'aimes pas. Elle dit, non, c'est pas ça. C'est parce que c'est un peu ça, là. Trouble de l'attachement, bing! Bing! Bien d'ouvrir. Thérapie. Mais non, mais c'est quand même, c'est vrai, tu sais, avouer que tu fais, hey, avoir su, je me serais pas embarqué là-dedans. Puis tu sais, c'est la vie d'un humain. Ben, c'est quand même compliqué. Là. Ouais. Non, mais je peux comprendre tous ces questionnements, ouais, c'est pas, moi, nous autres, c'est arrivé de même, comme je fais partie de la gang, c'était un bel accident. Donc, on l'a choisi, mais tu sais, c'était apparu de même, puis, je suis devenu un père, malgré moi, puis écoute, des fois, tu dis, il fallait que ça arrive, finalement. Ça arrive. Voilà. Moi, ça m'a enlevé, tu vas rire, moi, ça m'a enlevé au moins 75% de mon anxiété. Ah. Ouais. Parce qu'il n'y a plus rien qui est grave. Il n'y a plus rien qui est grave. C'est ça. Tu vois c'est quoi qui importe vraiment. Tout un concert qui se passe que c'était pas comme tu veux. Ton enfant qui a le rhume vient de gagner la partie. Ma sœur a le même discours que toi. C'est pour ça qu'à quelque part, je me dis est-ce que je suis en train de manquer quelque chose? Il y aura un autre problème plus tard, par contre. Tu sais, il y a toute cette inquiétude que tu veux un bel avenir, tu veux, tu souhaites le meilleur, puis tu sais, puis mine de rien, c'est plate parce que je suis obligé de le dire, mais j'ai 2 filles, puis avec tout le monde dans lequel on a vécu dernièrement, que brassé, que ce soit avec MeToo, que ce soit avec, tu sais, je repensais ça dernièrement, je me disais quand le mouvement MeToo a passé, puis comme je veux pas dire que c'est éteint, ou il s'est un peu éteint dans le sens que là, tu sais, il y a eu beaucoup de déclarations extérieures, à un moment donné, il y en a eu moins parce qu'il y en a eu tellement qui ont été déclarées. Je me suis dit tu sais, ça a dû remettre des pendules à l'heure, tu sais. Ça va mieux. Puis là, t'as comme Andrew Tate qui arrive. Puis là, t'as l'espèce d'article qui était sorti dans la presse, que des petits jeunes garçons, là, full masculinistes. Là, tu fais... C'est le ressac, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu fais, non, ça a pas tant marché que ça. Là, tu fais... ça a marché à certains égards, mais ça a aussi créé un mouvement de rejet complet de ce nouveau paradigme, là. Exactement. Là, tu fais comme, non. Donc, c'est pas gagné, finalement. Tu sais, parce que moi, j'arrêtais pas de me dire, écoute, j'étais avec ma blonde, je disais, c'est le fun, c'est le travail fort pour l'avenir de nos filles, c'est super quand ils vont être rendus. C'est vrai aussi. Sauf que quand tu vois des, tu sais, comme, il y a un truc que je trouve qui est intéressant, tu sais, moi, j'ai eu du bullying quand j'étais jeune, ça m'a bien marqué, mais ça m'a forgé aussi, je suis un peu reconnaissant envers ça, je voudrais pas dire ça, mais tu sais, ce que ça m'a forgé comme homme. Mais, tu sais, mes enfants savent pas c'est quoi. Tous les enfants des coffres du bullying savent même pas. Ça existe pas. Puis une fois,
ma fille est revenue, ma plus jeune, elle a dit, il y a une petite fille qui a trouvé mon gilet un peu bizarre, puis elle a un petit peu ri. Elle a même pas dit ton gilet est bizarre, puis ça lui a fait de quoi? Je dis, c'est ça? T'aurais pas survécu à ce que j'ai vécu. C'était l'enfer, hein? C'était l'enfer. Est-ce que tu penses que c'est répandu ou que c'est vraiment le milieu dans lequel ils vont à l'école qui est favorable? J'habite sur le plateau Mont-Royal, donc indéniablement, c'est un peu favorable. Mais en général, il y a une politique pas mal partout, de plus en plus très élevée sur le non-bullying. Puis c'est très présent. Puis moi, je célèbre ça. Je veux dire, c'est super, tu sais. Sauf que, qu'est-ce que j'ai nommé? Ou est-ce qu'il y a des mouvements en dehors des cadres de l'école, finalement, qui pas qui profitent, mais qui se créent en réponse à ça? Ben, ça te fait comme... Puis qui sont amplifiés par les réseaux sociaux aussi. Ah, tellement. Toi, ton rapport avec les réseaux sociaux? Parce que je te considère comme quelqu'un qui a déjà été bien actif. Et là, je te trouve plus en repos. Je le suis encore, mais je suis plus... je dis juste des affaires drôles, cute, niaiseuses. Tu vas moins politique. Je suis zéro politique. J'ai tellement la chienne. J'ai plus aucune tolérance au trolling. Là. Ah, t'en as eu? Ah, j'ai eu tout... Mon Dieu, j'ai... Ah ouais? T'as eu du trolling? Mon Dieu, c'est pas pour rien que j'ai arrêté, là. J'étais juste plus capable. Ça m'a tué, ça m'a quand tu dis trolling, tu parles des messages envoyés en privé, des messages de haine, des menaces, tu devrais te suicider, salope, tout ça, là. Ce qu'on entend dans le film de Léa Clermont-Dion et Pauline Marois, là. Je vous salue, salope. On l'a vécu, là. Je l'ai vécu. C'est pas pour rien que je dis plus rien. Je veux dire, je suis allée à la manifestation contre pour un cessez-le-feu pour la Palestine. Puis je me suis dit, parce que j'en parle pas, parce que j'ai peur, mais là je me suis dit, j'ai besoin de faire un petit mini-move à la hauteur de ce dont je suis capable. J'ai juste posté une photo de la manif, puis j'avais peur de recevoir des messages, parce que je sais que les gens qui sont très impliqués reçoivent énormément de menaces. Je me sens paresseuse, je me sens chicken, mais je suis juste plus capable. Là, après, je me dis, est-ce que... tu diras ce que tu penses. Puis c'est pas ce que je pense. Est-ce que c'est un peu pour les gens qui t'ont envoyé des messages justement de mesquins, est-ce que c'est une victoire pour eux que tu dises purée? Tu sais, je me pose cette question-là, puis c'est pas méchant, là. Tu sais, c'est dans le sens que toi, tu sais, ça t'a comme fait, plus capable. Et avec raison. Moi, je pense que j'ai jamais eu ça, mais faut dire aussi que je me suis jamais super gros trempé sur quoi que ce soit. Moi, je fais rien que des niaiseries sur les réseaux sociaux. Moi, ça a toujours été ma ou je fais de la promotion de mes cossins, puis fini. Mais t'es quand même engagé dans le cadre de ton podcast, là. Forcément, tu dis des choses là-dedans qui pourraient être pointées du doigt par certains groupes. C'est sûr que oui. Ah, sûrement, sans faire exprès. Ouais, sûrement. C'est sûr que oui. Sûrement. Je pense que tu penses que en fait, c'est ça. C'est exactement ça la réponse. C'est que j'ai réalisé que les réseaux sociaux, c'était pas ma plateforme. Ouais. Pour parler de ce genre de choses. Faut quand même être courageux pour nous me pointer du doigt sur le podcast parce qu'il faut les écouter puis les gens sont paresseux. Tu comprends? Faudrait que quelqu'un soit vraiment passionné. Tu sais, mais il faut que t'écoutes tout le contenu. Mais tu sais, mettons, moi, je parle de poster quelque chose. Ouais. Mettons un texte engagé. J'ai jamais fait ça. Je suis pas capable. Ça devient trop... peut-être parce que j'en suis conscient que, puis pas rien que toi, j'en connais des gens qui en ont reçu, tu sais, mettons, qui ont fait un super beau texte, là, un beau texte pour expliquer une idée claire. Nuancé, oui. Bien expliqué. Puis là, ils reçoivent des trocs, puis des trocs. Écoute, moi, je serais ben trop triste. J'ai mis du temps à l'écrire, le texte. Puis là, je me fais ramasser tout le monde. Mais puis on dirait que c'est le fardeau de se prononcer, de prendre le temps de faire quelque chose de bien, là-dessus, souvent, c'est que tu te fais rentrer dedans anyway, tu sais. Mais c'est pour ça, je pense que t'as raison, c'était pas ta plateforme. Probablement que le podcast va être plus ta plateforme anyway. Le podcast, des fois, en chanson, ça passe. Parce que quelqu'un qui t'aime pas, il a pas envie de t'écouter ta voix si longtemps pour aller chercher les bébites. Voilà. Il y a ça aussi. Il a juste envie d'aller voir si j'ai écrit quelque chose. Ouais, une photo, quelque chose de désagréable. Ouais. T'as raison, la chanson, c'est un bon moyen. Mais en même temps, je trouve que les réseaux sociaux, c'est une excellente plateforme. Moi, je suis du contenu engagé, puis j'ai énormément d'admiration pour les gens qui continuent à le faire. Imagine, qu'est-ce qu'ils reçoivent. Je suis beaucoup Manal Drissi, là, mettons, que je trouve pertinente depuis toujours, puis elle fait que ça, là, de sa vie. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment moi non plus. J'ai tellement d'admiration. Il y a un thread qu'elle a publié cet été.
parce que j'étais allé voir le film Barbie avec mes filles. Puis, tu sais, mes filles jouent pas au Barbie. Vraiment. Ils ont Barbie sirène dans la salle de bain, mais c'est parce qu'ils veulent un jouet pour aller dans l'eau, that's it. Mais tu sais, tu peux pas y mettre des robes. Tu sais, c'est pas un objet qui domine la maison, littéralement. Mais, tu sais, voir le film, on a rigolé. Chacun pour des raisons différentes, évidemment. Puis j'étais revenu, j'ai fait, ben, c'était amusant quand même, tu sais, c'était pas si pire. Et là, Manal part sur... Écoute, c'était la plus... Elle dit dans son stories, elle disait, là, je vais vous livrer ma critique du film. C'est la plus grosse stories que j'ai jamais vue. Tu sais, c'était page après page. Puis là, je l'ai flippé, là, comme un livre. Écoute, c'était un livre. Littéralement, là, j'étais là, je lisais, puis là, elle allait scène, par personnage, en détail, elle scrutait tout. En décortiquant. Honnêtement, puis elle a tout décortiqué ça en un visionnement. Moi, écoute, c'était presque à se dire, elle a une copie, puis elle a eu le temps d'aller mettre. C'est juste qu'elle a un cerveau... C'était pile poil sur chaque affaire. J'ai fini le story, puis tu sais, j'étais là, oh non, ça va s'effacer ça va s'effacer. Tu veux quasiment les garder. Non, ça va s'effacer. Là, j'étais comme, my God. Puis là, j'imaginais le troc de merde. Mais même moi, j'étais même pas d'accord avec la moitié de ce qu'elle a écrit. J'étais d'accord avec la moitié, mais l'autre moitié, j'étais comme, pas d'accord. Il y avait des points de vue que, tu sais, on s'en fout, en fait. Ouais, mais moi, mon cerveau n'est pas allé là, quand j'ai voir ce film-là. Moi, j'étais allé avoir du fun. Puis j'ai hurlé de rire. Ouais. J'ai hurlé. Moi aussi. Du début à la fin. J'étais crampé. J'ai accepté toute cette proposition-là. Mais elle, tout l'autre regard, j'ai fait, oh God, je pensais pas. Elle amenait des bons points quand même. Oui, elle amenait des bons points. C'était intéressant. Puis des points qui sont valables, surtout considérant la réalisatrice, qui a toujours été une fille super engagée, tout ça, féministe, et là, qui aborde ça. Bon, il y avait plein de points. C'était super cool. Mais mon Dieu, que c'était... J'en revenais pas le temps qu'elle a mis à écrire ça, puis la conséquence terrible de se faire ramasser. Moi, c'est ça. Faut avoir la couenne, là. Tellement. Dure, mais épaisse, puis accepter de se faire rentrer dedans. Moi, ça, je suis pas capable. Moi non plus. C'est trop de haine. Je suis pas... tu sais, comme je te disais, moi, quand j'étais petit, j'évitais le bowling, j'essayais de l'éviter, puis je me faisais taper dessus quand même. C'est tellement triste, mon Dieu, ça me fait de la peine de savoir ça. Ah non, moi parmi tant, là, mais tu sais, dans le sens que pourquoi adulte j'irais me remettre dans cette zone-là volontairement. Moi, j'ai pas... C'est que toi, en plus, ça représente quelque chose de... Oh my God, c'était physique en plus. Bah, tu sais, t'es comme... Oh là là. Ah non, merci. Bref. Hey, faut vraiment que t'ailles... Je sais pas que tu entends, es-tu correct? Oui, je suis correct encore. OK. Mais là, toi, pour ta longueur... On va se refaire ça, de toute façon. Yes. On va se reverra. À bientôt! À bientôt! Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.